tout ça. Ok, nickel. Donc, aujourd'hui, donc la semaine dernière, on a vu donc l'usage et la structure de Symfony. Aujourd'hui, on va voir du coup un petit peu plus en détail tout ce qui est container d'injection, système d'événements dans Symfony, ce qui sont les deux gros blocs de ce que vous utilisez en Symfony, sans le savoir pour certains. Donc, on va le voir du coup en détail. Avant qu'on commence, je voudrais juste savoir qui a déjà utilisé le container d'injection, qui a déjà utilisé le système d'événements, et si oui, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Et là, tout le monde ne sait pas. Je vais tenter, hein. Je vais tenter. Le container, c'est Ouais. là où sont recentrés tous les services de Symfony et on peut faire appel partout dans les contrôleurs et chaque contrôleur est un service dans Symfony 4, j'ai bien compris. Mhm. Qu'est-ce qu'un container, de manière plus précise? Alors là, c'est une bonne question. Ok. Personne n'a la réponse? À mon avis, c'est une classe qui est enregistrée dans le container principal de Symfony. Non. C'est un tableau contenant la liste des services? C'est une bonne réponse. Ouais! Bien joué. Alors, Moi, je vais arrêter là du coup. Merci. ouais, c'est bon? Ok. Alors, pour compléter ce qu'a dit Carole, alors effectivement, on peut le voir comme un gros tableau. Pour ceux qui auraient un petit peu de mal peut-être à situer, alors pas nécessairement l'idée du tableau en PHP, hein, mais plus l'image, voyez ça comme une grosse boîte où vous stockez toutes vos classes à l'intérieur. Et quand vous en avez besoin, vous allez aller chercher la classe directement par le container. Donc c'est stocké sous forme de tableau, bien entendu. On l'a vu la semaine dernière via le fichier XML. Donc vous avez un grand tableau avec tous les services à l'intérieur. Donc l'idée du service d'injection, on va appeler DIC pour Dependency Injection Container. L'idée qui est derrière, c'est vous injectez vos classes et vous les appelez quand vous en avez besoin, uniquement quand vous en avez besoin. C'est-à-dire que logiquement, vous n'êtes pas censé avoir accès au container quand vous n'en avez pas besoin, même si vous y avez accès. L'idée d'un service, et je vois que Xavier demande qu'est-ce qu'un service. Un service, c'est une classe qui rend un service, ça va pas t'aider. C'est une classe qui potentiellement t'aide au sein de ton application. Admettons que tu aies besoin d'envoyer un email, tu vas appeler un service qui s'appelle Mailer, par exemple. Tu as besoin de générer une facture, tu vas utiliser un service qui s'occupe de ça. Donc après, peu importe ce que va utiliser ton service derrière, mais l'idée derrière, c'est une classe, un rôle. Ça, c'est le S de Solid, vous avez l'habitude pour ceux qui sont dessus. Et je vois Laurent qui fait oui, comme ça. Donc il est dessus. L'idée derrière le S, donc, c'est que vous avez une classe qui ne doit changer que pour, on va dire, une seule action. Donc si vous avez un mailer, il ne doit faire que l'envoi d'email. Ça, c'est le but. Le bundle. Dans Symfony 4, il n'y a plus de bundle. Tu n'es plus censé t'en servir. Du moins, il y a des bundles internes et externes que tu peux installer, mais toi, tu n'as plus de bundle. On ne découpe plus en bundle, ça c'était jusqu'à Symfony 3.4. Maintenant, on découpe une application avec tous ses besoins à l'intérieur. Un bundle, pour ceux qui n'étaient pas sur Symfony 3 jusqu'à 3.3, l'idée derrière était de découper votre application en petits blocs que vous pouviez partager entre chaque application. Donc, admettons que vous ayez, je sais pas, dans une application, un système de gestion d'utilisateurs, tout complet avec tout le système à l'intérieur. Vous aviez peut-être besoin de pouvoir vous en resservir dans d'autres applications qui avaient la même logique derrière. Donc, vous créez un bundle et vous le partagez, tout simplement. L'idée derrière, c'était que Symfony, vous lui configuriez le bundle, il chargeait tout ce qui était à l'intérieur, que ce soit les services, les routes, les contrôleurs, tout ce qui était à l'intérieur, et vous y avez accès depuis notre application. C'est ce que vous avez notamment quand vous utilisez SwiftMailer, vous avez le bundle, Doctrine, vous avez le bundle, vous avez aussi le Security Bundle, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Impeccable. Donc, un service, c'est une classe qui rend service dans votre application. Plus en détail, toutes vos classes dans Symfony peuvent être un service. Et là, vous allez me dire, oui, mais mon contrôleur, c'est pas un service. Si. Comme on l'a vu la semaine dernière, votre contrôleur, il est injecté dans le container. Tout comme votre kernel. La petite classe kernel.php, elle est injectée. Enfin, par défaut, c'est pas elle qui est injectée, mais sa mère qui est injectée dans le container. Donc, tout ce que vous mettez dans SRC, par défaut, est un service. Donc, toutes vos classes peuvent être appelées, logiquement, depuis le container. On va voir la petite nuance, puisqu'il y a des services privés et publics. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail là-dessus. Est-ce que là, déjà, il y a des questions là-dessus? Alors, j'en ai qui font non, je sais pas. Alors, non, pas de questions, vraiment pas? Bon, ok, ça a l'air clair. On va passer du coup directement sur le code, ça sera plus parlant. Alors, je vous partage l'écran, normalement vous l'avez, vous me dites si vous l'avez correctement. Je regarde si c'est tout bon. Ça a l'air bon? Ok. Nickel. Donc, comme je vous expliquais la semaine dernière, par défaut, tout ce qui est configuré ici est un service.
Donc ça, c'est votre fichier qui est le point d'entrée de votre application dans le container d'injection. Donc, toute la configuration dont vous allez avoir besoin dans votre application, elle se fait ici, pour les services. Il y a d'autres manières de le faire, notamment par ce qu'on appelle des compilers pass, ou par des bundles, ou par des extensions de bundle, mais ça, on ne le verra pas. Déjà parce que les compilers pass, il faudrait passer une session complète pour le faire, et parce que les bundles extensions, vous en avez plus. On peut toujours les configurer, mais c'est plus la peine. Donc, qui peut me dire grosso modo ce que fait ce fichier par rapport à la semaine dernière? Non, personne? Et grosso merdo les routes de chaque service, enfin, plutôt l'emplacement de chaque service pour pouvoir le chercher. En partie, mais pas que. Et là, tout le monde me regarde avec des gros yeux, l'air de me dire j'ai jamais vu ce fichier. Ça permet de déclarer les dépendances aux autres services également. En partie, oui. Et de les taguer aussi. En partie. Et de préparer plus ou moins la configuration aussi. Je vois que tu as l'autoconfiguration, donc ça met les configurations, on va dire, utiles au départ, et après, si tu veux personnaliser, tu personnalises encore plus. C'est tout à fait ça, pour compléter avec les 3 réponses. L'idée derrière, c'est que ce fichier-là, vous configurez le fonctionnement de votre container. Alors, pas seulement du container, mais aussi des services qui sont injectés dans ce container. Donc, par défaut, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, vous pouvez utiliser des paramètres, donc vous avez à la ligne 3. Alors, tous les paramètres qui seront déclarés là vont être injectés dans le container. Donc, vous y aurez accès plus tard. Il y en a par défaut qui sont déjà injectés dans Symfony. Donc, vous pourrez les configurer. Ensuite, vous avez la clé service, donc qui configure par défaut tous les services qui sont déclarés dans le fichier. C'est assez parlant, en plus c'est documenté. Je vais faire sauter la ligne, puisque sinon c'est pas marrant. Donc, par défaut, tous vos services sont auto-wire, à true. Donc, l'idée, c'est que tous les services qui vont avoir besoin d'autres services vont automatiquement recevoir les instances. Donc, jusqu'à présent, notamment sous Symfony 3, quand vous aviez besoin de déclarer un service, vous faisiez quelque chose comme ça. app.mailer, par exemple, vous déclariez, donc c'est 1, 2, 3, 4, classe, et donc ça serait, on va aller chercher défaut contrôleur, je ne suis pas inspiré là-dessus, et vous déclariez ensuite arguments, 1, 2, 3, 4, vous passiez un tableau, et vous disiez, ben, par exemple, j'ai besoin de doctrine. Alors là, il n'est pas installé, bien entendu, ça va être pratique. J'ai pas une mailer non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a par défaut? On va avoir le request stack. Donc, pour accéder à la requête dans votre contrôleur. Donc, jusqu'à Symfony 3.3, vous faisiez quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous donniez un ID à votre service, vous déclariez la classe par défaut qui était le service, vous lui passiez des arguments et vous pouviez aussi lui passer des tags. Donc, un tag, par défaut, c'était 1, 2, 3, 4. Ouvrez, fermez les accolades. Vous lui passiez, donc c'était name, si je dis pas de bêtises, kernel, par exemple, point quelque chose, le tag, la méthode, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'était jusqu'à Symfony 3.3. Depuis Symfony 3.3, et notamment 3.4 et 4, techniquement, vous n'avez besoin plus que de ça. Je m'explique. Par défaut, vos services, comme ils sont auto-wire, toutes les dépendances dont vous avez besoin sont injectées. Ce qui fait que si votre service, comme on l'avait défini ici, a besoin, par exemple, de ces 2 classes-là, Symfony va automatiquement lire votre classe, aller vérifier toutes les méthodes qui sont à l'intérieur et dire « Ok, telle méthode a besoin de telle classe, je l'injecte. » Ok. Donc, vous ne déclarez plus dans le fichier de configuration les besoins de vos services. Vous déclarez juste le service et Symfony se débrouille derrière. Ça existait déjà sous Symfony 3.3, mais là, ça a été poussé un petit peu plus loin pour être par défaut la configuration du container. Le deuxième point, c'est que vous avez l'auto-configure. Alors, l'auto-configure, jusqu'à Symfony 3.3, même 3.4, si vous aviez besoin, par exemple, de déclarer un subscriber, on verra tout à l'heure sur le container d'événements, il fallait que vous... Alors, je vais faire des fautes de français, ça va être pénible. Donc, il fallait que vous... je vais y arriver. En gros, vous implémentiez la bonne interface, donc pour dire à Symfony, OK, j'implémente telle interface, et ensuite, il fallait que vous déclariez le service avec le bon tag. C'est-à-dire qu'il fallait que dans le container de Symfony, vous disiez, OK, tel service, il implémente telle interface et il a tel tag. Pour que derrière, Symfony puisse vous charger le service et le rendre disponible dans le contexte dans lequel vous en aviez besoin. Maintenant, c'est fini. Par défaut, alors il y a un paquet, on va dire, de tags qui sont auto-configurés en Symfony. Il y en a bien entendu qui ne le sont pas, notamment les listeners, les validators qui ne sont pas encore auto-configurés. Donc par défaut,
Quand vous avez besoin de configurer ces services-là, il vous faut encore déclarer les tags. Là-dessus, c'est obligatoire. Par contre, là, on vous le dit, notamment tout ce qui est commande, event subscriber, ainsi de suite, notamment les formulaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Juste, vous injectez la classe dans le container et Symfony se débrouille. Ce qu'il va faire derrière, c'est que, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, il va aller dans votre container et il va aller chercher la première classe ou interface qui correspond à ce que vous lui demandez. Donc, par défaut, si je dis par exemple Event Subscriber Interface, donc cette interface-là, pour ceux qui utilisent déjà les subscribers, c'est l'interface que vous êtes obligé d'implémenter quand vous créez un subscriber. Donc, par défaut, vous faites un implement de cette interface et Symfony va dire, OK, tout seul, c'est un subscriber, donc par défaut, je lui donne les bons tags et il est injecté avec ce tag-là. Il n'y a pas de magie derrière, c'est juste, il fait if $class instance of cette interface-là, et il ajoute les tags derrière, grosso modo. Est-ce que là-dessus, déjà, il y a des questions? Je regarde. J'en ai perdu la moitié. Ils disent plus rien. Non? Ouais, donc c'est pas vraiment une. Enfin, si, c'est une petite question quand même. Vu qu'on peut déclarer tout et n'importe quoi, en gros, dans la déclaration de la classe, il vaut mieux éviter de mettre pour éviter les couplages, vaut mieux privilégier les interfaces plutôt que les classes normales. C'est ça. J'allais venir dessus. Voilà, donc c'est ça. Ok. Bon, c'est ça. Alors, c'est pas juste lié au container. C'est lié plus principalement à Solid, qui vous dit notamment sur la partie, et sur le I pour Interface Segregation, et sur la partie, donc c'est le L du scope substitution et le D de Dependency Inversion, qui vous dit qu'il vaut mieux dépendre de la version la plus abstraite de votre classe que de la version, on va dire, finale de la classe. Donc, par défaut, si vous avez, je sais pas, par exemple, besoin de Form Factory pour créer vos formulaires, vous ne dépendez pas de Form Factory dans votre classe, vous dépendez de Form Factory Interface. Et Symfony, derrière, va aller chercher dans tous les services déclarés s'il y a une classe qui correspond à cette interface-là, et si oui, il vous la renvoie. Donc, il n'y a pas de magie derrière, c'est juste une boucle sur tous les services. Voilà. Donc, ensuite, vous avez, dans le service, en plus de l'autoconfiguration, vous avez un public false. Alors, pour ceux qui n'ont sûrement jamais entendu parler de service privé, vous allez me regarder avec des yeux gros comme des billes, c'est normal. Par défaut, dans Symfony, et là je vais faire un truc mais hyper dégueulasse, je préfère prévenir, vous faisiez quelque chose comme ça. Abstract, et normalement il y a contrôleur, si je dis pas de bêtises. Vous faisiez quelque chose comme ça. Donc le abstract controller ou même le extends controller, ça fonctionnait aussi sous Symfony 3, il vous permettait dans une méthode, par exemple public function index, c'est vraiment moche mais c'est pas grave, on va le faire, de faire quelque chose comme ça, par exemple. Admettons que j'ai besoin, alors là, ça va être par défaut, je sais pas, l'event dispatcher, tiens, ça fera une introduction. Admettons que je veuille dispatcher un événement, c'est-à-dire dire à Symfony, OK, voilà, j'enclenche un événement et je veux que tu l'écoutes. Par défaut, si vous vouliez le faire avant dans Symfony, il fallait que vous appeliez la classe depuis le container d'injection et que vous disiez, OK, je veux telle classe. Donc, pour ça, on faisait quelque chose comme ça. This, get, donc qui est le raccourci dans le container, mais vous avez aussi ce raccourci-là, this, container, get. On préfère get directement, même si c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Et vous passiez par défaut l'alias. Donc, l'alias de l'event dispatcher, c'est event dispatcher. Et là, par défaut, vous aviez accès à votre service. Donc, l'Event Dispatcher, si on regarde juste la classe, c'est bien la classe Event Dispatcher. Donc, c'est lui qui va dispatcher tous les événements dans votre application. On reviendra plus en détail tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que vous aviez besoin d'un service, vous l'appeliez depuis la méthode get et vous disiez, OK, super, j'en ai besoin. Et maintenant, dans Event Dispatcher, vous aviez accès à toutes les méthodes du dispatcher. Ça, c'est très sale. C'est-à-dire que par défaut, votre service, il est public. C'est-à-dire qu'il est automatiquement renvoyé depuis le container à chaque fois que vous l'appelez. Alors, par défaut, vous récupérez toujours la même instance. Donc, ce n'est pas un problème d'instance. Mais c'est plus que si votre service, techniquement, vous en avez besoin qu'une fois, lui, il est disponible tout le temps. C'est-à-dire que là, l'Event Dispatcher, il est accessible tout le temps dans votre application. Même si vous en servez qu'une fois dans l'application. Alors, vous en servez tout le temps, en fait, sans savoir. Mais par défaut, si vous en avez besoin qu'une fois dans votre code, il est accessible pour toutes vos classes. Donc, c'est pour ça que maintenant, on utilise des services privés.
Alors, un service privé, c'est quoi? C'est un service qui n'est pas accessible par GET. Donc, admettons que je veuille utiliser ce contrôleur-là. Si j'essaie de faire quelque chose comme ça, alors, je vais faire par exemple défaut contrôleur interface, d'accord? Si je fais quelque chose comme ça, alors, je vais reprendre juste le terminal parce que je n'étais pas dessus. Donc, j'avais dit php-s, donc j'avais mis sur 80-88-t, je crois, et c'est public /. Donc, je vais juste récupérer une fenêtre pas trop encombrée. Donc, par défaut, c'est 88. Donc, voilà. Donc là, par défaut, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Symfony ne vous dira rien. Si vous utilisez quelque chose comme ça, pas de souci. Par contre, si maintenant, je prends cette déclaration de route et que je la mets ici, alors plus proprement, ça serait mieux. Tic. Route, alors c'est pas du tout celui-là, c'est route annotation, pass, /. Par défaut. Si on change la page, alors il y a des chances qu'il me plante une erreur. Voilà. Donc, par défaut, si vous essayez d'accéder à un service maintenant qui est dans le dossier SRC et qui est auto-injecté dans votre container, il va vous sortir ce genre d'erreur. Il y en a qui savent pourquoi. Non. Et je vois des têtes qui font ça. Non. Ok. Comme je vous l'ai dit, un service, par défaut, avant, il était public. Donc, si je fais quelque chose comme ça, ok, je recharge ma page, par défaut, lui, il va me dire qu'il n'y a pas accès, mais ça, c'est pas le plus gros problème. Là, il me dit, par défaut, ok, il me faudrait que tu utilises un service locator, mais encore peu que peu, il peut y arriver. Si, par contre, j'essaie d'accéder à mon service, mon défaut contrôleur, par défaut, il va me dire non, parce que le service n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas, enfin, il existe parce qu'il est injecté dans le container, mais par défaut, il n'y a pas accès, parce qu'il est privé. Un service privé, par défaut, vous n'y avez pas accès par this-get, ou même par this-container-get. Si vous avez besoin d'y accéder, il vous faut, par défaut, l'injecter dans la méthode, dans le constructeur, ou dans un attribut. C'est ça le principe d'injection de dépendance. C'est-à-dire que vous injectez la classe dont vous avez besoin dans une autre classe. OK? Donc, par défaut, admettons que j'ai toujours besoin de mon défaut contrôleur interface. Donc, je vais reprendre ma classe, quelque chose comme ça. Route, donc c'était pass / comme ça. Donc, admettons que j'ai toujours besoin de ma classe. Si je veux y accéder, je peux faire quelque chose comme ça. Ça, vous savez faire. C'est-à-dire que par défaut, maintenant, quand vous voulez injecter quelque chose, vous le faites soit par la méthode, soit par le constructeur. Alors là, Symfony va vous l'autoriser sur la méthode, alors si ce n'est parce que mon interface, bien entendu, elle n'y correspond pas. Par défaut, donc je vais le faire comme ça. Donc là, par défaut, ça peut fonctionner. Donc là, il y a des chances qu'il vous sorte une erreur, Symfony. Voilà. Là, il va vous dire non, mais par défaut, il a accès à l'interface. Déjà parce qu'il est automatiquement dans la classe. C'est-à-dire que là, il est déjà dans l'implémentation de l'interface, et donc de la classe. Et le gros avantage qu'il y a, c'est que si on regarde le service.yml, par défaut, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, via ce tag-là, vous avez accès au container sur les méthodes de vos classes. Si vous vouliez faire quelque chose de plus propre, il faudrait passer par le constructeur, qui utilise déjà le constructeur pour l'injection de dépendance. C'est pas une question piège. Alors, j'en ai deux qui disent oui. Carole, elle n'a pas l'air. Le constructeur pour l'injection de dépendance? Oui, le constructeur. Dans les services. Oui, ben c'est ça. Symfony 3. Ouais. Ben oui, c'est ça. Oui. Donc 3. Anthony 4. Romain, non, il ne fait pas d'injection. Ok. Emilien, non plus. Si, il en fait. Et Xavier, bon, ben Xavier, il n'a pas encore attaqué, donc c'est normal. Ok. Donc, par défaut, le constructeur, qu'est-ce qu'il permet de faire? Pour remettre les choses à leur place. Il lance la classe, en fait. C'est la première chose qui se passe quand la classe est appelée. Oui, donc qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur? Tu peux sauvegarder directement dans des variables, donc dans les attributs, les éléments que tu as passés dans le constructeur. Oui.
as besoin d'environnement Twig, tu passes environnement, tu l'appelles Twig, et après, dans le constructeur, tu fais 10 Twig égale environnement, parce que tu as passé en paramètre. C'est ça. Conserver un attribut, l'utiliser après sur toute ta classe. C'est ça. L'idée du constructeur derrière, c'est ce que vous utilisez à chaque fois que vous instanciez une classe. Ça, c'est de l'APO classique, vous savez faire. L'idée en Symfony pour l'injection de dépendance, c'est de le passer dans le constructeur. Le gros avantage de ça, c'est qu'à chaque fois que vous allez, par défaut, instancier votre classe dans le routeur ou ainsi de suite, toutes les dépendances vont se faire d'un coup. Donc, vous y avez accès par défaut, quoi qu'il arrive. Maintenant, sur les méthodes invoke, comme je vous l'ai montré avec le contrôleur, vous y avez accès aussi. Ce qui fait que Symfony, en fait, va parcourir toutes les méthodes, dit, OK, est-ce que tu as besoin de ça, ça, ça et ça? Et par défaut, vous l'injecte. Ça, c'est bien pour le contrôleur ou pour l'action. On va revenir dessus. Mais dans l'idée, normalement, toutes vos injections doivent se faire dans le constructeur. OK? Les autres injections dont vous avez accès, ce sont les attributs. Donc, par défaut, vous pouvez injecter un service sur un attribut. C'est une très mauvaise pratique, puisque votre attribut, par défaut, n'est pas typé, à l'inverse de votre constructeur. Et vous pouvez aussi le faire sur un setter. Je sais que certains vont me regarder un petit peu bizarrement, mais vous pouvez injecter une dépendance dans un setter. Vous faites this, set, public function, set, je sais pas, entity manager, par exemple. Vous lui passez l'entity manager dans l'argument de la méthode et vous faites this entity manager est égal à entity manager. Ça revient à la même chose que le constructeur, c'est moins propre. Toujours pareil. Donc, par défaut, toutes vos injections dans le constructeur. OK? Ça a l'air clair pour tout le monde. OK. On reprend le service.yml. Donc là, on a vu les 3 grandes clés par défaut de configuration. Il y en a d'autres, on va les voir après, notamment bind, qui pose problème à pas mal d'entre vous. Donc ensuite, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, vous avez par défaut tout le dossier SRC qui est injecté dans votre container, si ce n'est les entités, les migrations, les tests et le kernel. Et là, vous allez me dire, oui, mais le kernel, il est injecté. Oui, il est injecté, mais ce n'est pas celui-là qui est injecté. C'est par défaut le base kernel, c'est-à-dire le kernel de Symfony qui est injecté. Attention, ne confondez pas le kernel dans SRC et le HTTP kernel. Ce ne sont pas les mêmes classes. Il y en a une qui hérite de l'autre, mais celle-là, c'est votre kernel à vous. L'autre, c'est le kernel de Symfony. C'est le composant HTTP kernel qui est utilisé. Donc, c'est celle-là qui est injectée dans votre container, pas la vôtre. Ça, c'est important. Donc ensuite, vous pouvez lui dire par défaut, tout le dossier entité, migration, test n'est pas injecté. Donc tout ce que vous mettrez dedans ne sera jamais injecté. Et tout le reste sera injecté. Auto-configuré, auto-wiré et en privé. Alors, par défaut, est-ce qu'il y en a qui savent si je peux changer le dossier qui est défini ici? C'est-à-dire que là, j'ai app qui est déclaré sur le dossier SRC, mais admettons que je change le positionnement de ma classe qui est dans le contrôleur. Est-ce que je peux changer le dossier qui est injecté? Alors moi, j'aimerais bien parler, mais j'ai peur que vous entendiez du bruit en fond. Là, c'est bon. Tu peux le changer, notamment quand tu fais de l'ADR, tu peux changer ce dossier. Et l'autre aussi en dessous d'ailleurs, mais bon, t'en parles pas tout de suite. Mais... En fait, c'est de l'autre que je parlais. Ah ok, voilà, celui-là, tu peux le changer obligatoirement. Celui-là, théoriquement, tu peux pas. Enfin, Attends, je vais reprendre. Voilà. Le app controller, là, celui-là, tu peux le changer. Bonne réponse. Voilà. Par contre, il ne faut pas changer le tag. Parce que si tu changes le tag, après, Symfony, c'est plus. Alors, par défaut, tu peux faire sauter le tag. Ouais, moi, je ne l'ai pas fait sauter pour voilà. Mais en tout cas, si tu utilises un autre pattern comme l'ADR, effectivement, tu peux le changer. Il faut le changer parce que sinon, vu que tu utilises par défaut dans l'ADR des actions, Symfony va plus savoir où sont justement les actions et là, en l'occurrence, les contrôleurs. C'est tout à fait ça. Donc, par défaut, la config, comme vient de le dire Romain, votre config qui est là, vous pouvez tout à fait la faire évoluer. C'est-à-dire que si vous avez un autre dossier que vous voulez rajouter, en particulier avec un tag prédéfini, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, admettons, on va partir sur l'exemple de Romain, j'utilise le pattern ADR, alors que j'ai déjà martyrisé pas mal d'entre vous avec. Donc, vous ne m'en voudrez pas si je vous en remets une petite couche. Je vais créer un petit dossier UI, donc pour User Interface. Je crée un dossier Action, donc par défaut pour mes actions. Et je vais dire, je vais faire la même chose, par exemple, que mon défaut contrôleur, mais avec une action. Alors, une action, pour ceux qui ne seraient pas encore au fait sur le pattern ADR, une action, c'est l'équivalent de votre contrôleur, si ce n'est qu'elle ne va pas traiter votre vue. C'est-à-dire que par défaut, dans votre contrôleur, si je reprends rapidement le défaut contrôleur, vous faisiez quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'était lui qui renvoyait la réponse. Ça, c'est pas bien. Parce que vous dites à votre action, OK, tu vas effectuer de la logique. Donc, par exemple, je ne sais pas, traiter un formulaire, envoyer des événements, envoyer un message en session, ainsi de suite, ainsi de suite. Super, tu fais ta logique, aucun problème. Et en même temps, tu me renvoies la vue. Alors,
Sur MVC, c'était pas bloquant, parce que tout le monde l'a appris comme ça. Le problème, c'est que sur ADR, ça l'est. C'est-à-dire que ADR, il se découpe comme ça. Vous avez une action qui fait grosso modo le travail de votre contrôleur sans le renvoi de la vue. Vous avez votre domaine, donc qui va faire toute la partie entité, repository, ainsi de suite, interactor, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez avoir le R pour répondeur, qui va traiter tout ce qui est réponse. Donc par défaut, comme Symfony est un framework requête réponse, et notamment HTTP, ça a du sens. C'est-à-dire que votre répondeur, c'est lui qui renvoie la réponse. Est-ce que sur ce principe-là, il y en a qui ne saisissent pas l'idée? Oui, Guillaume, juste, c'est en plus de MVC ou à la place de MVC? C'est à la place. À la place de MVC. Oui, ça remplace MVC. C'est-à-dire que MVC, donc, tu sais ce que ça veut dire, et là-dessus, je ne le répète pas pour tout le monde. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est modèle vue contrôleur. L'idée était de dire, vous aviez votre modèle qui traitait grosso modo votre base de données, alors ce qui est déjà une mauvaise pratique puisque votre application ne devrait pas gérer votre base de données. Vous aviez ensuite votre vue qui traitait tout l'affichage et vous aviez le contrôleur qui faisait la jointure entre les deux. Le problème, c'est que tout ça, ça ne prenait pas en compte le fait que des fois, vous ne renvoyez pas une vue. C'est-à-dire que par exemple, sur une API REST, vous ne renvoyez pas une vue. Vous renvoyez du JSON ou du XML ou ainsi de suite, ou même du HTML si ça vous plaît. C'est moche, mais ça fonctionne. ADR, lui, il vient en complément, c'est-à-dire qu'il vient remplacer MVC en, on va dire, remplaçant les gros principes de MVC. C'est-à-dire que vous allez avoir votre action qui fait toujours le traitement de l'action, donc de votre requête. Vous avez votre domaine qui va faire la partie BDD, du moins tout ce qui est manipulation de la base de données, et vous avez le répondeur qui traite votre réponse, peu importe le format qu'elle a. C'est-à-dire que ça peut être de la vue TOEIC, une vue PHP, du JSON, du XML, de HTML, peu importe. Donc c'est une surcouche à la vue. Donc, alors, je vais me faire taper par les gros nazis des design patterns, mais si vous voulez aller jusqu'au bout du principe, c'est ce qu'on appelle un présenteur. C'est-à-dire que c'est une classe qui va préparer ce qui est présenté à l'utilisateur, ou du moins au client qui utilise votre application. Ça, c'est le vrai terme. Répondeur, c'est parce que c'est fait plus joli et que ça correspond à une réponse, puisqu'on renvoie quelque chose. Donc, par défaut, nous, on va juste regarder comment mettre en place une action. Par défaut, là, votre contrôleur, c'est déjà une action. Alors, il n'a pas les bons noms, mais par défaut, c'est déjà une action. Donc, admettons, je vais créer une home action, donc pour votre page d'accueil, je vais créer une classe, donc home action. Alors, le action n'est pas obligatoire, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, le mieux quand même, c'est d'avoir action, c'est plus parlant. Vous définissez home action, comme ça. Et là, on va utiliser, donc, toujours pareil, une interface. Interface, comme ça, on va faire home action interface, donc, comme ceci. Donc là, par défaut, je ne vais pas nécessairement définir une méthode à l'intérieur, ce n'est pas la peine. Alors, c'est pas du tout ça. Home Action Interface. Comme ça. Donc, mon action, elle, on a dit qu'elle traitait uniquement la logique qui est faite dans l'application. C'est-à-dire que c'est juste elle qui va dire, OK, j'appelle ma session et puis je renvoie de la session. Et il me faut maintenant mon répondeur. Alors, comme l'a dit Romain, vous pouvez tout à fait changer le dossier dans lequel est injectée votre classe. Donc, par défaut, admettons que maintenant, on ne veut plus que ce soit contrôleur qui traite la requête, mais que ce soit plutôt action. Donc, pour ça, on va tout simplement changer le dossier. Donc, UI, anti/action. Et on laisse l'anti/. C'est obligatoire. Parce que par défaut, Symfony va automatiquement aller chercher les namespaces qui sont en dessous. Donc, il vous faut les laisser comme ça. Ensuite, vous rajoutez action, comme ça, pour dire, bon, ben, OK, je vais chercher dans le dossier SRC, UI pour User Interface, Action. Et tout ce qui sera dans Action va être automatiquement injecté, par défaut. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ensuite, vous avez votre Home Action. Et là, on va toujours utiliser Invoke, la petite méthode magique. Et là, maintenant, il nous faut renvoyer un répondeur. Donc, le répondeur, on a vu que c'était lui qui traitait la réponse, donc qui potentiellement renvoyait la vue twig, et qui préparait tout ça. Donc, par défaut, toujours dans User Interface, puisque c'est ce qui va s'afficher à l'utilisateur. On va créer un dossier répondeur. On va créer un home répondeur, comme ceci. Donc toujours pareil, vous créez une interface, ça c'est important. Voilà. Home répondeur interface, comme ça. Je ne définis pas de méthode non plus parce que je n'ai pas envie d'être embêté là-dessus. Voilà. Et là, c'est toujours pareil. Je peux toujours utiliser invoke. OK. Alors, le problème d'utiliser invoke, c'est qu'admettons que je lui passe des paramètres, donc je lui passe par exemple twig ou des choses comme ça, et je ne vais pas y avoir accès. Parce que par défaut, ma classe, elle ne sera pas taguée avec ce service-là. Donc, dans votre répondeur,
par défaut, et c'est une bonne pratique, à moins d'avoir besoin de la requête ou potentiellement de la réponse, n'injectez rien dans Invoke. C'est-à-dire que Invoke, vous l'utilisez juste pour faire ça. Donc là, je vais faire return new response. Donc, toujours pareil de HTTP Foundation. Si vous avez besoin de quelque chose dans Invoke, assurez-vous que ce soit uniquement la request. D'accord? N'injectez rien de plus dans votre répondeur. Si vous avez besoin de plus que ça dans votre répondeur, vous utilisez le constructeur. Je vais venir dessus puisqu'on va en avoir besoin pour Twig. Donc, admettons que j'ai besoin de Twig. Donc, par défaut, vous avez l'habitude, vous créez une variable, un attribut, tick, comme ça, on va lui passer environment. Ensuite, je génère le constructeur de Twig, donc comme ça, on est bon là-dessus. Toujours avec un sur la ligne. Et là, mon répondeur, techniquement, il est déjà capable de rendre une vue, puisque là, par défaut, je lui dis Twig. Donc, on peut faire this Twig render, et on avait nommé ça, je crois, index. Voilà, nickel. Donc là, on est capable de rendre une vue en utilisant notre répondeur. C'est-à-dire que c'est uniquement lui qui va traiter la vue. Donc, il n'y a que lui qui va s'en occuper. Est-ce qu'il y en a qui savent déjà, alors ceux qui font ADR déjà vont sûrement pouvoir répondre, comment j'utilise cette classe-là dans mon action? Et tout le monde me regarde non. Même Romain, il ne sait pas? Alors Aurélien, si tu sais, tu peux répondre, hein, c'est plus pratique. Non? Personne ne sait en plus? Allez, j'essaye un truc. T'appelles la classe comme une méthode, non? Non. Comme une fonction, pardon. Oui, mais comment tu l'appelles dans ton action? Alors Anthony, oui, on l'appelle, oui, oui, en partie tu l'appelles, mais c'est comment tu l'appelles en fait que je veux savoir. Tu l'injectes, non? Oui. Tu l'injectes où? Constructeur? Non. Non. Oui, Emilien? Dans l'invoke, non? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Okay. C'est ça. Et Aurélien, en plus, vous a donné la réponse dans le répondeur. Alors, l'idée, c'est que votre répondeur, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui rend la vue. Donc, lui, par défaut, il va déjà renvoyer une réponse. Donc, lui, il n'a pas besoin d'aller plus loin. Lui, il est déjà auto-configuré, auto-injecté, il a Twig, il se débrouille. Nous, maintenant, dans l'action, il faut qu'on retourne ce répondeur pour pouvoir faire quelque chose avec. Donc, pour ça, on va faire quelque chose comme ça. On va dans l'action, on va type int, donc définir par défaut ce qui est utilisé, et on va faire quelque chose comme ça. Return responder. Alors là, il va bien entendu, elle implémente, non, elle implémente invoke, donc il ne devrait pas, bon c'est pas grave, il n'a pas envie. Donc on va faire quelque chose comme ça. On injecte dans invoke l'interface, donc qui va être par défaut injectée dans le container, et on dit je te renvoie le respondeur. Alors là, par défaut, en plus, il nous le sort parce que dans l'interface, je n'ai pas implémenté invoke, mais par défaut, il va renvoyer le respondeur. Donc si on fait normalement quelque chose comme ça, si je ne suis pas trop sur le tard, donc c'est comme ça, donc là j'avais bien changé tout ça. Donc on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur déjà, donc ça va être CTRL-T, /bin, /console, on débug le routeur, donc là on voit bien du coup que par défaut il nous a bien injecté le pass, et on va prendre la page, et on prie pour qu'il ne nous affiche pas d'erreur, et ça fonctionne. Ok? Là, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette magie? Comment ça fait pour fonctionner? Est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre? Pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, il y a Carole qui est devenue toute blanche et qui a perdu complètement la foi en symphonie. On est lundi matin, Guillaume, t'es pas sympa. Quoi. Ouais. Et on n'est que lundi. En plus. Emilien, non, il n'a pas la réponse. Ben, on traite, en fait, l'invoke va renvoyer la réponse au répondeur, et le répondeur, lui, se charge via le service Twig, de créer la vue, en fait. C'est ça. Bon, pas toujours avec les bons termes, mais en partie, c'est ça. C'est ça. En fait, ce qui se passe derrière en fond, c'est que Action, on l'a vu dans service.yaml, il est injecté dans votre container par défaut comme étant un contrôleur. Alors, le tag aurait pu s'appeler plutôt Action. Alors, bien entendu, dans la core team, ils n'ont pas envie de nous faciliter la vie. Donc, ils l'ont appelé contrôleur, même si c'est sale. Donc, par défaut, lui, il est injecté comme un contrôleur. Alors,
La petite nuance, et là vous allez me flageller en place publique, tous vos services peuvent renvoyer une réponse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un contrôleur ou une action pour renvoyer une réponse. D'accord? Toutes vos classes peuvent renvoyer une réponse. Tant qu'à un moment dans l'exécution de Symfony, vous renvoyez une réponse, Symfony la renvoie automatiquement. Alors, il faut qu'elle soit correctement formulée, mais tant que vous renvoyez une réponse, peu importe par qui elle est renvoyée. Là, on lui dit simplement, OK, j'utilise mon action, je lui passe le tag controller.serviceArgument, donc c'est juste pour avoir, par défaut, vous voyez dans le home action, la résolution de tout ce qui est passé dans la méthode invoke et dans toutes les méthodes. Donc ça, c'est un bon point. Et ensuite, une fois que action a accès donc à Home Responder Interface, donc qui est par défaut implémenté dans le Home Responder, donc qui est accessible dans votre container. Si on reprend le container là-dessus, c'est bon. Donc je prends le Home Responder là-dessus et j'ai Home Responder Interface qui est ici. Donc vous voyez, j'ai bien un service qui correspond à mon interface, donc Home Responder Interface, qui a comme alias le Home Responder et qui est en privé faux. Donc par défaut, elle n'est pas visible, cette classe-là, et elle implémente bien l'interface. OK? J'en ai la moitié qui ne réagissent plus. Ça n'a pas l'air clair pour tout le monde. Dites-le si c'est pas clair. Hein. Pour ça, c'est pas forcément que c'est pas clair, c'est juste. Oui. On en a parlé, mais juste redonner le véritable intérêt en fait de faire ça. Dans du fait que ce soit plus propre et que tu différencies chaque partie, quoi. Alors, si vous respectez Solid, et il y en a que j'ai martyrisé là-dessus, et Laurent voilà, se cache. Si vous respectez Solid, c'est une classe, une raison de changer. Alors, c'est pas une classe, une responsabilité. La vraie définition, c'est pas ça. Et Aurélien va me taper dessus si je dis ça. L'idée, c'est que vous avez une classe, une raison de changer. Donc, admettons que vous ayez une classe qui génère une facture. D'accord? Un service qui génère une facture. Par défaut, cette classe-là ne doit changer qu'en cas de modification de la génération de la facture. Donc, par défaut, je ne sais pas, vous générez une facture classique, vous changez le logo qui est dans la facture, ce n'est pas une raison de changer. Vous modifiez par contre le format d'affichage de cette facture, c'est une raison d'évoluer. Donc là, dans ADR, la raison d'évoluer, c'est que votre action, elle va renvoyer une réponse en fonction de ce que vous avez besoin. Donc pour ça, vous avez un répondeur qui va modifier la réponse en fonction, tout simplement. L'idée, c'est que vous découpez, on ne va pas dire fonctionnalité par fonctionnalité, mais besoin par besoin votre application. Vous avez l'action qui effectue votre logique interne et vous avez le répondeur qui renvoie la vue. Tout comme vous avez un formulaire qui crée un formulaire, tout comme vous avez un form factory qui instancie votre formulaire, tout comme vous avez une requête qui représente la requête HTTP, une réponse qui représente la réponse, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Une classe, une responsabilité, une raison de changer. Donc, dans ADR, votre action, elle a une responsabilité, c'est de traiter toute la logique qui est faite dans votre application pour cette page-là. Votre répondeur, il a une responsabilité, c'est de renvoyer une réponse adaptée à ce problème-là. Juste ça. Alors que MVC ne fait pas ça. C'est-à-dire que MVC, vous lui dites, OK, j'ai mon contrôleur, il traite ma logique, mes événements, mon formulaire, ma session, ainsi de suite, et il renvoie ma réponse. Ça, c'est pas bien. C'est pas propre. Le but, c'est clairement, MVC, c'est mauvais, oui. Tout diviser. Absolument tout diviser. Tout. Si tu vas jusqu'au bout du principe solide, et là, vous allez crier sur le chat en me traitant de traître, c'est une classe, une fonction. Au cœur de Solid, c'est une classe, une fonction. Donc, si vous avez, je sais pas, besoin de générer, l'exemple le plus simple, c'est une gestion d'employés. Vous avez une entité employé. Vous avez une classe qui va traiter sa paye. Vous allez avoir une classe qui va traiter son agenda. Vous allez avoir une classe qui va traiter ses jours de congé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, normalement, avec une méthode par classe. Donc, c'est pour ça que là, dans l'action, on utilise invoke. Ça vous permet d'utiliser une seule méthode. Pas de questions là-dessus? C'est pas très en correspondance avec la réputation de feignant du codeur, quoi. Je trouve que c'est beaucoup de travail
Voilà. Même si c'est censé nous simplifier la vie après, je comprends bien, mais je trouve ça très verbeux, quoi. Alors, l'idée qui est derrière, c'est que déjà, non seulement ça simplifie tes tests, puisque tu n'as plus qu'une seule méthode, donc c'est plus facile à tester. Ta classe ne changera que si cette méthode est amenée à évoluer. Alors, logiquement, tu n'es pas censé, si tu fais évoluer ton application, changer le contenu de ta méthode. Tu crées une nouvelle méthode qui fait autre chose. Ça, c'est la bonne pratique. Et le gros avantage qui est derrière, c'est que du coup, c'est beaucoup plus simple à lire. Tu as une classe qui fait une chose. C'est fini. Mais ça génère beaucoup plus de travail au départ, non? Même si ça génère plus de classes, effectivement. Ça génère beaucoup plus de fichiers surtout. Mais après, c'est beaucoup plus clair, quoi. Franchement, ça paraît bizarre au début, mais en fait, ça l'est pas du tout, quoi. L'idée, c'est... Pour ma part, après, pour les autres, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Ça paraît peut-être plus important au début parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas, mais une fois qu'on a, c'est difficile de repasser sur MVC. Hein. Dès qu'on connaît ADR, l'inverse est beaucoup plus complexe que de faire MVC ADR. Enfin, c'est mon avis, mais après, voilà. C'est juste pour te rassurer un peu, Carole, c'est pas si compliqué que ça en a l'air, en fait. C'est gentil, merci. Je pense que c'est le même concept que le fait d'aller appeler dans le contrôleur les constructeurs, ainsi de suite. Non, on n'a pas le son. Vous m'entendez pas? Là, c'est bon. C'est bon? C'est un peu comme au départ, on n'utilisait pas forcément les interfaces ou autres pour pouvoir appeler les choses. Au départ, ça nous semble beaucoup plus compliqué. Et finalement, le fait de diviser, au contraire, ça va nous simplifier le travail derrière au niveau des tests et de vérifier de merdouiller ou pas merdouiller. C'est ça. Plus vous il faut bien comprendre le concept, quoi. C'est ça. Plus vous découpez vos classes, plus c'est facile à faire évoluer. Non seulement parce que vos tests iront vite. Alors, vous créez une méthode, vous testez la méthode, c'est fini. Enfin, logiquement, vous écrivez le test, vous écrivez la classe, et ensuite vous vérifiez que ça passe. Voilà, pour ceux à qui j'ai déjà... Romain avait fait... Voilà, Romain est pas trop... Ouais, c'est juste les tests qui me dérangent, moi, c'est tout. Mais dans l'idée, c'est vraiment, voyez-le comme une manière de simplifier votre code. C'est beaucoup plus simple... Alors, c'est un peu con ce que je veux dire, mais c'est plus simple d'aller chercher dans 500 classes différentes la seule qui a cette responsabilité-là, plutôt d'aller chercher dans une classe qui a 500 méthodes, la méthode qui est responsable. C'est déjà beaucoup plus simple à lire. Vous avez tous vu sous Symfony 3.4, enfin 3.3, des contrôleurs où il y avait 15 méthodes à l'intérieur. Ça, c'est pas bien. Parce que votre contrôleur, du coup, il traite 15 pages d'un coup. Alors déjà, c'est plus lent quand vous l'exécutez. Puis de deux, vous perdez du temps quand il faut le tester. Parce qu'un contrôleur classique, en test unitaire, c'est même pas la peine d'essayer. À moins que vous soyez un psychopathe sur Symfony, il n'y a aucune chance que vous y arrivez. Sauf en test fonctionnel. Et même encore en fonctionnel, il y a peu de chances que ça passe. Là, sur ADR, vous savez que votre action, elle renvoie le respondeur. Vous créez un mock du respondeur, vous renvoyez le test, et c'est fini. C'est tout. Alors, les tests qui dérangent, c'est Romain qui a dit ça, donc je te laisserai le fouetter. Je me suis dénoncé de moi-même. Donc, c'est pour ça. Donc, pour Xavier, oui, c'est bien. Alors, normalement, c'est une méthode par classe. Alors, bien entendu, il y a certaines classes où tu auras plusieurs méthodes. Je pense à une classe qui fait de l'upload d'images. Bien entendu, tu auras peut-être plusieurs méthodes à l'intérieur. Mais l'idée, c'est qu'elle a une seule raison de changer, l'upload d'image, tout simplement. Peu importe ce que tu fais à l'intérieur, en fait. C'est véritablement ton upload d'image, elle va traiter l'image, elle l'upload, tout simplement. Ça, c'est une raison de changer, pas plus. Elle ne doit pas l'envoyer sur un service cloud. Elle ne doit pas l'envoyer dans un dossier, quoi que ce soit. Ça, c'est une classe à part qui va le faire. Est-ce que là-dessus, c'est clair? Ou est-ce que j'en ai perdu la moitié? Non. Ça a l'air assez clair pour tout le monde. Ok. N'hésitez pas, pour ceux que j'entends pas souvent, si jamais il y a des questions. C'est ça. Donc, comme vient de le dire Aurélien, vous avez un file uploader qui upload l'image et un file storer, alors, je ne l'aurais peut-être pas appelé comme ça, mais qui va stocker l'image. Voilà. Mais effectivement, il faut que vous le pratiquiez. C'est-à-dire que là, je vous le montre pour présenter en plus le container en même temps. Mais si vous ne le pratiquez pas, ça va être hyper abstrait derrière. Ça, il faut que vous le pratiquiez. Ne serait-ce qu'avec un test, de suite, ça va ressortir. Allez, impeccable. Donc, par défaut, comme je vous l'ai dit, votre classe, elle est injectée dans le container. Donc, vous la voyez, elle remonte bien là. Hein, voilà, l'interface, elle est bien notée. Et si je cherche Home Responder, donc qui par défaut est ici, puisque l'interface par défaut est un alias pour ma classe, donc c'est pour ça qu'elle est utilisée comme ça. Donc là, par défaut, je renvoie une page. Ok, donc là, on a vu par défaut l'injection de service, puisque dans le respondeur, j'ai injecté Twig, et dans mon action, j'ai injecté mon respondeur. Donc là, pour le moment, on n'est pas trop mal. Là, j'ai fait mon injection, ok, super, c'est pas trop mal. Maintenant, imaginons que j'ai un service,
alors, par défaut, je ne sais pas, qui aurait besoin d'accéder au dossier public dans mon application. Par exemple, le file uploader. Tiens. Alors, imaginons que j'ai un petit dossier, par exemple, qui s'appellerait helper. Ça va faire plaisir à Aurélien pour le nom. On va l'appeler file uploader helper, par exemple, quelque chose comme ça. Et imaginons que cette classe-là, elle ait besoin d'accéder à mon dossier public, et plus précisément un sous-dossier qui serait images, par exemple. OK. Et là, je vais en avoir certains qui vont me dire, bah oui, regarde, c'est facile, tu te mets dans ton constructeur, donc tout moche, hein. On va créer déjà un petit attribut, donc create image folder, comme ça. Je crée, alors, je vais le typer parce que sinon, il va me sortir une erreur. Donc, je lui sors le string. Je fais mon constructeur et je lui passe quelque chose comme ça. Et j'en ai certains, alors pourquoi, je ne sais pas, ils ont dû être traumatisés sur PHP, qui vont faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire dire point slash, slash. Alors là, je suis dans donc point slash, je sors de helper, point slash, je vais sortir dans le public, et je vais aller dans images, et je fais quelque chose comme ça. Alors, pour être tout à fait honnête, le premier ou la première qui fait ça, je l'expulse sur Mars, avec la doc à copier en 14 langues. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ça vous occupera un petit moment. Ça, je ne veux absolument pas le voir. D'accord? Qui a déjà fait ça? Et là, tout le monde dit non, puisqu'ils savent à peu près ce qui va tomber. Alors, Carole, le siècle dernier, c'était pas sur ce siècle-là. Ok, pour les autres, personne ne veut se dénoncer? Moi, j'y suis pas encore, donc ça m'évite de le faire. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont fait sur P5, donc c'est pour ça que je demande. Ça veut dire qu'il y en a un qui l'a fait là. Enfin, c'est toi qui me l'avais fait faire hein, sur P5. Oui, sur P5 parce que tu n'as pas d'injection de défense. Voilà. Non, mais... C'est pour ça. J'ai bien précisé qui l'a déjà fait. Ok, bon, ça va. Sur Symfony, vous oubliez. C'est-à-dire ça, je ne veux pas le voir. Vous n'êtes pas censé remonter dans votre arborescence de dossier. Si vous avez besoin de remonter dans l'arborescence de dossier, c'est que vous avez mal conçu votre application. Je m'explique. Dans Symfony, je vous l'ai expliqué, il y a des paramètres qui remontent dans le container. Donc, par défaut, quand vous avez besoin d'accéder, par exemple, à la racine de votre projet, ou au dossier SRC, ou au dossier var, dossier templates, ainsi de suite, vous avez ce qu'on appelle des paramètres qui sont injectés. Alors, qui sont par défaut configurés dans le kernel. Je vais vous montrer tout ça directement. Donc, qui sont utilisés ici. Donc, dans le get kernel parameters, je vais bien grossir pour tout le monde, vous avez les paramètres du kernel. Donc, vous avez le root dir, project dir, environment, donc qui est l'environnement par défaut, le debug, savoir si vous êtes en true ou false, le name, donc qui est le nom du kernel, le cache dir, donc pour tout ce qui est dossier var cache, le log dir pour var log, vous avez les bundles, donc qui sont par défaut tous les bundles qui sont chargés, donc qui sont par défaut un tableau en plus, les metadata qui sont définis, le charset, donc qui est par défaut UTF-8, et le container class qui est par défaut container qui vous est renvoyé. Donc ça, c'est tous les paramètres dont vous avez accès dans votre container. C'est-à-dire que vous l'avez sûrement peut-être déjà vu dans des fichiers comme package twig, vous avez quelque chose comme ceci. Cette syntaxe-là. D'accord? Cette syntaxe-là, elle vous permet d'appeler un paramètre. Là où, à l'inverse, quelque chose comme ça vous permet d'appeler un service. Alors, arrobase, c'est service, pourcentage, c'est paramètre. C'est assez simple à rappeler. Donc, l'idée d'un paramètre, c'est que généralement, c'est une chaîne de caractères, un entier, un booléen, des identifiants, vous en servez notamment pour la base de données, des choses comme ça, qui vont vous permettre de définir quelque chose qui va être commun à toute votre application. Donc, notamment, par exemple, là, dans votre cas, ça serait le dossier dans lequel je dois aller pour images. Donc, admettons que j'en ai besoin. Dans mon service.yml, où est-ce que je peux déclarer ça, pour ceux qui sauraient déjà? Romain, il a peut-être une astuce. Dans Parameters, non? Oui, au-dessus? Pas que. J'aurais plutôt dit dans le service, mais... Alors, dans le service, tu aurais peut-être fait quelque chose comme ça. Donc, il faudrait déjà que tu injectes ton service par un ID et que tu définisses un argument. Donc, c'est pas ça. Pourquoi tu déclares le nom dans le paramètre, enfin dans Parameters, et tu déclares la vraie variable, tu la déclares dans les variables d'environnement? Alors, imaginons que je fasse quelque chose comme ça. Donc, image folder. OK? Voilà. Donc là, quelque chose comme ça, je définis ça comme ça.
image folder. Comment est-ce que je peux, depuis mon container, et notamment depuis le fichier service.yml, déclarer la valeur de ce paramètre-là? Et je sais qu'il y en a qui savent. Alex, il a répondu dans le chat. La clé bind, effectivement, c'est la clé bind. Alors, vous avez accès à parameters, donc ici. Donc, admettons que je dise, OK, j'ai besoin, 1, 2, 3, 4, donc de image folder, par exemple, et que je dise, OK, il faut que j'aille déjà dans un dossier. Donc, par défaut, dans un dossier, vous avez accès, je vous l'ai montré, à plusieurs paramètres qui s'appellent kernel. Donc, par défaut, vous pouvez faire quelque chose comme ça, par exemple, déjà kernel. Et donc là, vous voyez, il y a root.dir, donc qui est le dossier SRC, et vous avez project.dir, qui est le dossier par défaut racine de votre application. Donc, admettons, je passe déjà ce dossier-là. Je peux tout à fait lui rajouter une valeur et aller dans public/images. Quelque chose comme ça. Donc là, j'ai défini un paramètre. Super, nickel. Donc là, j'ai un nouveau paramètre image folder qui vient disponible. Donc, admettons que je définisse par exemple Toto. Je l'appelle comme ça. Et là, j'appelle image folder. Vous voyez, il remonte. Et image folder, lui, il est appelé ici. Donc, c'est bien cette valeur qui est passée là. Je vous remonte rapidement. Image folder, donc vous voyez, il est bien dans project.dir, donc dans skeleton. Il va dans public/images. Donc ça vous permet de déclarer un service, un paramètre, pardon. Donc maintenant, je vais en avoir besoin dans mon service. Donc pour ça, je vais utiliser la clé bind. 1, 2, 3, 4, je lui passe le nom de la variable de mon service, donc par défaut que j'avais appelé image folder. Et ici, je lui passe, comme ça, image folder. OK? Donc, je déclare mon paramètre, je lui donne une valeur, et ensuite, via la clé bind, je dis, OK, dans tous les services qui vont être injectés dans mon application, alors je vais juste faire sauter le dossier contrôleur, comme ça ce sera plus parlant. Donc, dans tous les services qui vont être injectés ici, tout service qui aura à un moment donné une variable qui s'appelle image folder, par défaut, aura accès à la valeur qui est ici. OK? Et si, ici par exemple, je fais public function, je vais appeler tick, alors je vais faire getter de image folder, par exemple. Donc lui, il renverra forcément une chaîne de caractères. Admettons que je dise, OK, je l'appelle ici. Donc, file uploader helper. Donc, je vais faire private file uploader helper, quelque chose comme ça. Alors là, je le type sur la classe, mais c'est pas grave, il faudra que vous typiez sur le constructeur correctement. Donc, je fais quelque chose comme ça, je lui injecte mon service. Et donc, ici, je vais faire un var dump de this file uploader helper get image folder. OK? Donc, là, bon, moi, je définis toujours l'injection de mon service. Mon service, il est dans file uploader helper. Lui, je lui définis qu'il a besoin d'une chaîne de caractères en entrée. Par mon service.yml, je lui donne la valeur de cette chaîne de caractères. Donc là, je sauvegarde le tout. Et normalement, il devrait, donc là, il me dit image folder qui n'existe pas, bien entendu, parce que je n'ai pas dû l'appeler comme il faut. Donc c'est folder avec un F majuscule. Bien entendu, si en plus je ne donne pas le bon nom, ça va être compliqué. Contrôleur, il n'existe pas, je sais. Donc c'était contrôleur, je vais vider le cache, ça va aller plus vite. Ah oui, c'est parce qu'il est déclaré dans la route. Donc routing, non, c'est pas celui-là, pas du tout. J'avais une chance sur deux. Donc dans route, il n'était pas déclaré non plus. Et où est-ce qu'il me l'a déclaré? Ici. Donc UI/action. Alors c'est action avec un A majuscule. Ça sera plus propre. Voilà. Donc ici, vous voyez, donc j'ai toujours ma vue qui s'affiche. Et j'ai maintenant mon chemin, donc absolu, vers mon dossier images. Donc là, je suis bien dans là, il me ressortira bien skeleton /public/images. Donc le dossier dans lequel je veux aller dans le dossier public. D'accord? Tout ça avec la clé bind. C'est-à-dire que je crée un paramètre, je lui donne une valeur, j'utilise bind. Et par contre, il faut que vous ayez au moins une classe qui utilise cet attribut-là. Si vous n'en avez pas, il vous sortira une erreur. Il y en a déjà qui ont eu l'erreur. Donc, si vous n'avez pas de service qui utilise une variable qui est déclarée par bind, il vous sort une erreur. Donc, n'utilisez pas cette clé-là si vous n'en avez pas. OK? Moi, j'ai juste du mal avec le fait qu'on soit obligé de la passer dans un construct.
Pourquoi est-ce qu'on est passer, puisque tu dis qu'elle est disponible pour tous, pourquoi est-ce qu'il faut la passer par un truc? Elle est disponible pour tous tes services, mais il faut que tu t'en serves au moins une fois. Donc c'est pour ça qu'on le fait dans le constructeur. Là, Guillaume, là, pourquoi est-ce que tu le passes? Pourquoi est-ce que tu l'as construit là? Alors, là, je le passe dans le constructeur parce que par défaut, j'en ai besoin à l'initialisation de ma classe. Mais j'aurais pu créer, par exemple, directement l'attribut, mais il aurait fallu que je modifie l'appel dans mon service. Là, je le passe dans le constructeur parce que par défaut, tout ce qui est dans un constructeur d'un service est auto-wiré. Donc, c'est-à-dire que c'est auto-injecté. C'est comme si tu injectais un service, sauf que là, je lui passe la chaîne de caractères parce qu'il en a besoin. Ok, oui, d'accord, c'est ça. Il faut le considérer comme un pseudo. C'est ça, c'est comme un service, sauf que là, c'est un paramètre. Tu lui passes ce que tu veux. C'est-à-dire que si là, j'avais voulu lui passer, par exemple, dans service, je sais pas, image folder, je voulais lui passer, je sais pas, le charset, par exemple, je lui passe le charset, et en rechargeant ma page, il m'affiche UTF-8. C'est comme si tu avais un service, c'est la même chose, sauf que tu lui passes une valeur. Okay. C'est la même chose. C'est la même logique derrière, si ce n'est que tu peux lui passer tout ce que tu veux. Donc, toute valeur, donc je crois que par défaut, les entiers, les booléens, les chaînes de caractères sont autorisés. Les tableaux ne sont pas supportés, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. J'ai un doute là-dessus, il faudra le regarder. Mais voilà, tu peux lui passer des valeurs, des services, il n'y a aucun souci là-dessus. Lui, il se débrouille derrière de l'injecter. Donc, du coup, je ne veux plus voir des underscore dir dans les services. OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, ça a l'air clair pour tout le monde. Il y en a un qui regarde l'écran avec un air dubitatif. Un air de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de m'expliquer? Non? Xavier, pas de questions? Je regarde derrière. Anne-Marie, pas de questions? Anthony? Je suis pas encore dedans à 100%, donc je peux pas trop. Ok. Et alors, donc, la définition du paramètre, comme l'a dit Aurélien, elle est optionnelle. C'est-à-dire que, par défaut, vous êtes obligé de définir quand même une fois, si vous utilisez bind, le paramètre quelque part, mais vous pouvez tout à fait ne pas le définir. C'est-à-dire que le paramètre, on aurait pu le passer comme ceci. Donc là, faire comme ça, tac, tac, comme ça. Alors, je vais revenir dessus après. Vous faites comme ça. Si vous passez ici, vous lui passez quelque chose comme ça. Et là, normalement, ça devrait refonctionner. Voilà. Donc là, vous pouvez tout à fait ne pas déclarer de paramètre ici. Vous appelez directement la valeur ici. Donc en fait, quand j'avais dit tout à l'heure dans le service, au final, j'avais un peu raison. Dans l'idée, oui. Sauf qu'il fallait utiliser bind, quoi. Si j'avais précisé bind, j'étais bon, quoi. C'était bon. Là, l'avantage, c'est qu'avec bind, comme il parcourt tous vos services, il est capable de l'injecter tout seul. Donc même si vous avez 15 services qui ont besoin de la même variable, vous le déclarez une fois, il se débrouille tout seul. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le paramètre, en fait, il est optionnel. Par défaut, vous le verrez sur le website skeleton, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, qui est injecté quelque chose comme ça, et vous avez, alors je crois que c'est EN par défaut, qui est injecté comme ça, qui définit en fait la locale de votre application. Parce que par défaut, le local, il faut qu'elle ait cette syntaxe-là pour pouvoir être définie. Par défaut, vous aurez peut-être quelque chose comme ça sur, je crois que sur website skeleton, ça a été déclaré comme ça. Donc, vous pouvez avoir comme ça. Mais le bind, vous n'êtes pas obligé de déclarer un service, vous lui passez la valeur et puis il se débrouille. C'est la même chose. Le paramètre, c'est juste si vous en reservez plusieurs fois ou vous changez la valeur plus facilement, vous le déclarez au moins une fois. OK? Alors, est-ce qu'on va parler du point AND? Oui, j'allais y venir. Alors, dans Symfony 3.4, comment est-ce qu'on définissait des valeurs qui étaient accessibles dans toute l'application et qu'on ne voulait pas forcément envoyer sur le serveur? Alors, ceux qui n'ont pas fait Symfony jusqu'à 3.4, vous êtes autorisés à ne pas répondre. Tu peux juste répéter la question parce que j'ai tourné mon attention, je suis désolé. Jusqu'à Symfony 3.4, d'accord? Comment est-ce que vous déclariez des services, enfin du moins des paramètres? Hein? Il y a eu un écho. Dans le fichier config de l'environnement dev, non? Non, il y avait un autre fichier où vous déclariez tous les paramètres qui étaient injectés dans votre application et qui étaient des informations sensibles. Alors, Carole, tu as la bonne réponse? Dans paramètre? Oui, c'est ça. Dans paramètre.yaml. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à 3.4 et 4, vous aviez dans config, alors c'était dans app config, et j'ai plus le dossier, je crois que c'était parameters, quelque chose comme ça, vous aviez un fichier parameters.yaml
qui définissait un tableau. Donc quelque chose comme ça. Vous aviez, c'était parameters, quelque chose comme ça. Vous aviez par exemple DB, alors c'était pas DB name, mais c'était des paramètres comme ça, et vous le passiez par exemple, je sais pas, Toto. Vous aviez un fichier séparé pour faire ça. Dans Symfony 3, 4 et 4, maintenant on utilise les variables d'environnement. Donc c'est beaucoup plus propre, ça respecte les règles, on va dire, d'application aujourd'hui, donc notamment les 12 factors, qui définit une valeur. C'est-à-dire que votre fichier .env, par défaut, alors en dev il est chargé automatiquement, en prod n'essayez pas de le charger, le .env il n'est pas chargé, donc par défaut vous n'aurez pas accès. Donc le .env c'est un fichier qui va vous permettre de définir des variables d'environnement. Ces variables d'environnement, elles sont accessibles par défaut dans toute votre application. C'est-à-dire c'est comme si vous définissiez ici une valeur. Donc admettons, je définisse, je vais l'appeler app_env et je vais l'appeler prod. D'accord? Ici, j'ai défini un paramètre qui s'appelle app_env. Ok, super, il est défini. Mais votre fichier .env, il fait la même chose, mais avec cette syntaxe-là. C'est-à-dire que vous lui passez une clé égale la valeur, et par défaut, Symfony, par le composant .env, donc qui est utilisé ici, .env, qui est utilisé ici, va charger le fichier, vos paramètres, et les injecter dans le container. Donc, vous voyez, c'est un getEnv qui est utilisé derrière, c'est une méthode PHP classique. Il prend toutes les valeurs qui sont ici, et il vous permet d'y accéder. Donc, admettons que je dise dans mon service, OK, au lieu d'avoir image folder comme ça, je vais utiliser un paramètre d'environnement. Alors, si vous définissez un paramètre dans service.yaml, par défaut, vous le définissez comme ça. Pour les paramètres d'environnement, il y a une syntaxe un peu particulière. Vous faites %env, et vous passez le nom de la variable comme ceci. Et cette syntaxe-là va aller chercher dans le fichier env la valeur de cette valeur-là, de cette variable-là. Donc, %env, entre parenthèses, la valeur. Et normalement, si je recharge la page, voilà. Vous voyez, il est allé chercher la valeur dev, parce que dev était chargé ici. Ça, c'est pour tout ce qui est dans le .env. Par exemple, je veux appeler mailer adresse. Donc, même chose, je lui passe la valeur, je recharge la page, et il me charge la valeur. Alors là, en plus, il me met la longueur de la chaîne de caractères, parce que je suis sur un ardent. Mais là, je peux tout à fait charger tout ce qui est dans le .env. Donc, tout ce que vous définissez ici, et vous pouvez définir des valeurs à foison, peut être chargé et est chargé dans le container. En prod, vous n'avez pas ce fichier-là. Donc, en prod, il faudra définir vos variables d'environnement, soit sur le serveur, soit dans les vhosts. Vous pouvez aussi le faire. Donc, le .env est auto-injecté dans le container pour les valeurs. Donc, toute valeur sensible que vous avez, c'est dans le .env. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir des identifiants de connexion ici. Les identifiants de connexion de base de données, je ne veux pas les voir là. C'est dans le .env. Parce que le .env, par défaut, n'est pas envoyé sur votre repository. Par défaut, il n'y a que le .env.dist, qui est une copie, en gros, ils appellent ça un template, qui est envoyé sur le repository. Le .env n'est pas envoyé. Il est déjà dans le gitignore. OK. Alors, c'était un YAML dans Symfony inférieur à 3.4. Effectivement, c'était le paramètre.yaml et le paramètre.yaml.dist qui posaient pas mal de soucis aux développeurs. Donc maintenant, on est passé sur du .env. C'est beaucoup plus simple à charger. Des questions là-dessus? Ouais, moi j'en ai une. Justement, par rapport à la différence entre le prod et dev, il suffit de, en fait, en prod, je sais pas si c'est comme ça, je pense, il suffit de prendre le .env et de le mettre sur le serveur et ensuite de changer les paramètres. Très mauvaise pratique. Ok, d'accord. Du coup, on fait comment? J'ai bien fait de poser la question. Déjà, on te fouette, dans un premier temps. Et puis, de deux, il y a deux solutions. Soit tu déclares des variables d'environnement sur ton serveur, directement, soit dans ton vhost, tu peux le définir, soit pour ceux qui seraient hyper en avance, et je sais qu'il y en a qui en feront sûrement un jour, qui utilisaient des systèmes type Docker, vous définissiez des variables d'environnement dans le container. Comme ça, c'est chargé automatiquement dans votre application et vous y avez accès. Mais par défaut, sur votre serveur. Ça fonctionne très bien. Ou dans le vhost, pour ceux qui ont un peu plus de mal. Voilà. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Le .env, en fait, c'est juste parce que par défaut, le composant .env, si on regarde le composer.json, par défaut, le .env, en fait, il n'est pas chargé. Alors là, il est require classiquement, mais vous voyez, lui, le .env, il est juste en dev. Donc par défaut, en prod, quand vous faites un composer install, il ne veut pas savoir. Donc lui, il ne vous le chargera pas. Vous faites un composer install classique, il vous dira non, c'est même pas la peine, je ne veux même pas le savoir. Donc c'est pour ça qu'on définit dans le vhost, sur le serveur, ou si vous utilisez un système de container, dans le container. C'est plus propre.
Et c'est écrit dans la doc, très bonne question. Tic. Sur Symfony, c'est normalement sur déploiement. Alors, je ne sais plus le déploiement ou je ne sais plus comment c'est appelé. Guides, et c'est marqué sur déploiement. Et c'est pas noté. Non, c'est pas noté. C'est pas noté. Aurélien, tu vas copier la doc. C'est pas noté le point .env. Par défaut, c'est pas. Alors, le point .env, c'est juste parce que par défaut, tout développeur normalement est censé savoir pour le fichier point .env. Vous ne pouvez pas le savoir parce que vous êtes dessus, donc c'est normal. Mais par défaut, pensez bien dans le vhost. Si vous ne savez pas faire sur votre serveur, vous le mettez dans le vhost et par défaut, ça sera chargé. Comme le vhost est libre à chaque projet, les variables sont chargées pour chaque projet. Et si on enregistre les variables d'environnement sur le serveur, pour y accéder, il y a besoin de faire une configuration particulière ou on laisse? Alors, par défaut, tu peux y accéder en ligne de commande. Donc, tu as une méthode, alors j'ai plus la fonction exacte en tête. Sinon, tu as la méthode, tu as la fonction getEnv en PHP qui permet d'y accéder. C'est celle qui est chargée de toute façon par défaut. Donc, pour y accéder, on fait comme d'habitude dans le paramètre YAML. Alors, là, si ce n'est que c'est la syntaxe du coup comme ça qui s'applique, celle-là. Quand tu accèdes à une variable d'environnement, c'est celle-là. C'est env, puisque par défaut, le container derrière, il fait un getEnv en PHP pour accéder aux variables d'environnement. D'accord, ouais, donc ça ne change pas. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste le env qui est obligatoire. Si tu ne l'appelles pas, il va aller chercher un paramètre par défaut qui serait déclaré dans le service.yml ou dans le framework.yml et il risque de te planter une erreur s'il ne le trouve pas. D'accord. Donc c'est ce qui arrive souvent en prod, quand vous avez une erreur, vous voyez page 500, vous avez quand même vidé le cache, vous voyez une erreur, ben, généralement c'est qu'il y a un paramètre qui n'est pas chargé. Pour ça, vous chargez les logs et vous regardez ce qui ressort derrière. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Je regarde par rapport à ceux que j'ai pas sur l'écran principal. Ça va bon pour tout le monde? Ok. Impeccable. Donc là, je vous ai montré l'injection de service, je vous ai montré l'injection de paramètres. Donc on a vu les grandes lignes du container. Je ne vais pas rentrer dans le détail des services optionnels, des choses comme ça, parce que je vais en perdre encore la moitié avant midi, donc c'est pas la peine. Donc on va aller un petit peu plus dans le détail de l'event dispatcher. Ok. Qui peut me dire ce qu'est un event dispatcher? Non. Alors j'en ai qui font des drôles de tête derrière leur webcam. Je tente une explication, mais c'est vraiment d'après ce que j'ai lu. Hein. Je n'ai pas encore pratiqué rien du tout. Pour moi, le dispatcher, il permet de faire intervenir ce qu'on appelle des listeners, enfin, des écouteurs d'événements. Enfin, vraiment, si par exemple on a, je ne sais pas, je vais essayer de prendre un exemple, mais ce n'est pas évident. Des listeners en fait vont dire, bah tiens, moi je m'occupe de tout ce qui est connexion. Dès qu'il y a une connexion, voilà, c'est un événement, on y est. Voilà. C'est peut-être le mauvais exemple, mais bon, voilà. Et le dispatcher va prendre tous les listeners et va leur dire, voilà, maintenant il y a cet événement qui est arrivé. Lequel d'entre vous va aller traiter la connexion? En gros, c'est ça. C'est ça. Et ça complète la réponse de Xavier, parce que c'est en partie ça. L'idée de l'event dispatcher, c'est comme pour le container d'injection, vous voyez un grand tableau dans lequel vous injectez tous les listeners ou subscribers qui vont écouter vos événements. Et dès que vous dispatchez un événement, donc c'est pas enclencher, c'est dispatcher un événement, toutes les classes qui sont censées écouter cet événement vont s'enclencher. Ça, c'est l'event dispatcher qui s'en occupe derrière. Donc, admettons que vous ayez une création d'utilisateur. Votre formulaire d'enregistrement, il rentre ses identifiants, vous cryptez le mot de passe, vous l'envoyez sur Doctrine, et vous dites, OK, il y a un utilisateur qui a été créé. Vous créez un événement, et vous pouvez, par exemple, dire, j'ai un subscriber qui va envoyer un email avec un lien de confirmation, un token dedans, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est vos événements. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous en avez par défaut dans Symfony. Sans le savoir, quand vous utilisez index.php, vous avez plusieurs événements qui sont enclenchés par Symfony. Est-ce qu'il y en a qui les connaissent? Alors, sans regarder la doc. Il y a un événement il y a l'authentification, enfin, sur Security, sur la connexion sur le login. Ouais. Parce que tu es dessus. Hein? Parce que tu es dessus. Ouais. Il y a
Attends, il y en a un autre sur lequel je suis. Je regarde mon code. Alors là, je parle d'événements propres à Symfony. Propre à Symfony, oui. Ouais, pas par composant. Là, je Il y a parle il y a le kernel, il y a l'événement kernel. Non, Non? non. Non, il n'y a pas un kernel listener. Alors, il y a un kernel listener. Ouais. C'est pas un événement kernel. Il s'appelle pas kernel, l'événement. Ah, ok, d'accord. Voilà. Non, Ouais. mais je les ai pas en tête. Alors, par défaut, alors je vais pas tous les lister parce que je les ai pas tous de tête comme ça, mais vous avez kernel.request qui est enclenché la première fois que vous avez une requête qui vient taper sur votre application. D'accord? De mémoire, ensuite, vous avez kernel. Alors, je crois que c'est argument resolver, j'ai un doute là-dessus, qui par défaut va résoudre les arguments qui sont passés dans votre route. Non, session n'est pas un événement. C'est une classe. Vous avez kernel.controller qui va préparer le contrôleur dont vous avez besoin. Donc, qui va dire, OK, j'ai tel paramètre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, qui passe par un contrôleur resolver. Pour ceux qui ont déjà été martyrisés dessus, ça passe par là. Vous avez ensuite un kernel.view, si je ne dis pas de bêtises, qui renvoie la vue de votre page. Donc, c'est un autre événement qui est préparé. Une fois que vous avez la réponse qui est prête, vous renvoyez votre vue. Vous avez le kernel.terminate, finish request d'abord, qui intervient une fois que votre requête est terminée, c'est-à-dire que la réponse a été renvoyée et que par défaut, vous êtes prêt pour faire autre chose. Et vous avez le terminate qui est injecté quand vous faites kernel.terminate sur index.php. Vous savez, la petite méthode. Celle-là. Là, ils me regardent tous avec des yeux gros comme des ballons. Cette méthode-là. Ben derrière, vous avez l'événement kernel.terminate, qui est le dernier moment dans l'exécution de votre application Symfony. OK? Je vais vous montrer la doc, ça va être plus parlant. D'accord. Donc, vous allez dans Components, HTTP kernel, donc qui est ici. Donc, on va y voir, en plus, ça a été remis à jour proprement. Donc, vous avez par défaut le listing de tous les événements qui sont et qui est listé, ici. Donc, vous avez le request, controller, view, response, finish request, terminate et exception. Alors, c'est argument resolver qui n'existe pas puisqu'il est utilisé par le contrôleur. Je me suis trompé. L'exception, à chaque fois que vous avez une exception, type page 404, 500, enfin n'importe quelle exception qui est renvoyée, cet événement est écouté. Donc, par défaut, admettons que je ne sais pas, sur une API, parce que je sais que certains vont y venir ou en ont déjà fait, vous avez une page d'erreur qui s'affiche, type une 404 ou je sais pas 403 ou ainsi de suite, ainsi de suite. Vous dites, je dois renvoyer une réponse JSON adaptée. Ben, vous écoutez kernel.exception et vous modifiez le contenu de la réponse. Tout simplement, pour renvoyer les bons. Alors, les headers, ce ne sera pas compliqué, puisque vous avez JSON response, on verra plus en détail la semaine prochaine, mais dans l'idée, vous modifiez la réponse qui est renvoyée. Et ça, vous avez des événements pour le faire. Alors là, en plus, on vous liste, parce qu'ils sont sympas, les classes sur lesquelles écouter. Donc, on vous le montre, pas ici, on vous le montre. Il y a un exemple par là qui était utilisé, le tout premier, je crois. Non, pas du tout, ils l'ont enlevé. Ils ont décidé de me simplifier la journée. Donc, par exemple, je vais prendre kernel.response event, donc c'est get response event. Donc, admettons que je prends, alors j'écris une méthode toute sale ici, public function on request, et je fais get response event, donc qui est le composant de l'événement de Symfony. Donc, c'est cet événement-là que vous écoutez. Lui, il va vous permettre, vous voyez, d'accéder à la réponse, de définir une réponse si vous en avez, as response, ainsi de suite, ainsi de suite. Le process interne de Symfony, il est assez simple à comprendre. On va le regarder ensemble. Par défaut, vous avez une requête. Alors, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non, on ne peut pas l'ouvrir, ce n'est pas une image. Vous avez une requête, par défaut, qui est envoyée. Donc ça, c'est votre client. Par défaut, Symfony, il attrape la requête. Le premier check qu'il va faire, c'est qu'il va dire, OK, est-ce qu'à ce moment de la requête, j'ai une réponse qui m'est renvoyée? C'est-à-dire, est-ce que, je ne sais pas, j'ai mon firewall qui me dit, OK, l'utilisateur, il n'est pas autorisé à accéder sur une page. Est-ce que j'ai une réponse qui est renvoyée? Si oui, il renvoie la réponse automatiquement. C'est-à-dire qu'il ne fait rien de plus. Il ne va pas chercher un contrôleur, rien. Il prend la requête, il génère la réponse et il termine le process ici. Donc, c'est-à-dire que vous vous arrêtez ici. Si je n'ai pas de réponse qui est renvoyée, il va aller chercher le contrôleur qui est lié à cette route. Donc, par défaut, dans les headers de votre requête, vous avez un petit attribut qui s'appelle attributes et qui fait notamment référence au contrôleur qui est utilisé. Ça, vous devez normalement en avoir déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, on le regardera. Ensuite, une fois qu'il a le contrôleur, il instancie, il résout les arguments, donc tout ce qui est passé dans les méthodes. Si tout se passe bien, il appelle le contrôleur. Est-ce que j'ai une réponse? Oui, je renvoie une réponse.
super. Si j'ai une vue, donc par exemple, dans le cas du respondeur, j'appelle la vue, je renvoie la réponse. Et dans tous les cas, vous terminez sur response, terminate. Ça, c'est votre process interne de Symfony. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui sont injectées au milieu. Vous avez tous les listeners, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'idée, elle est ici. Vous avez une requête qui renvoie une réponse. Ça, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Et vous avez tout ce traitement ici, donc ici, 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 ici et ici, qui s'occupe de tout ce qui est fait en parallèle. Donc, c'est notamment dans ces événements-là que vous allez pouvoir envoyer des emails, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez votre sécurité qui est utilisée ici sur request, le firewall il est utilisé sur le kernel.request, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, ça a l'air clair pour tout le monde. Guillaume, tu peux revenir sur ton schéma 2 secondes? Oui. Non, je peux peut-être. Ouais. Alors moi j'ai compris le cheminement. Il y a juste aussi au niveau du contrôleur numéro 3 là. Il y a la différence entre le contrôleur numéro 3 ici et l'appel du contrôleur numéro 5. Alors, à ce niveau-là, tu résous ton contrôleur et tu le prépares. Ouais, donc il n'est pas instancié. Il n'est pas appelé encore. Ici, il est appelé. Parce qu'en priorité, en fait, il faut que quand tu appelles ton contrôleur, si on reprend par exemple l'action qu'on a créée tout à l'heure, il faut que je résolve tous les paramètres qui sont passés dedans. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. Donc c'est à ce moment-là que c'est fait. C'est à ce moment-là que tu as le container, que tu as, je ne sais pas si tu as des paramètres dans l'URL, des choses comme ça qui sont injectés, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Prépare tout ce qu'il y a dans les paramètres. Voilà. Une fois que c'est fait, il appelle le contrôleur. Si tu as directement une réponse qui est renvoyée, il appelle. Si tu n'en as pas et que tu passes par une vue, tu prépares la vue et tu renvoies la réponse. Puisque nous, par défaut, on renvoie toujours une réponse. Ça marche. Tu fasses un return this render ou un return new response, tu renvoies une réponse toujours, tout le temps. Ça va. OK? Est-ce qu'il y a un moment où c'est pas clair pour quelqu'un? Ça a l'air clair pour tout le monde. Pour ceux qui étaient derrière, qui étaient cachés, il n'y a pas de... Non? Non? Ça a l'air clair. OK. Impeccable. Donc ça, ce sont les événements de Symfony. Vous les utilisez tout le temps sans le savoir, mais par défaut, vous y avez accès. Donc quand vous avez quelque chose à faire, essayez toujours au maximum d'utiliser les événements de Symfony. Déjà, ça vous évite de créer des événements tout seul. Et puis le gros avantage, c'est que c'est plus souple. Vous renvoyez automatiquement la valeur à un moment donné, et puis on n'en parle plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux créer un événement? Alors, un événement, déjà, qu'est-ce que c'est? Un événement, au risque de vous décevoir, si vous attendiez à quelque chose de magique, c'est une simple classe. Donc, admettons qu'on va dire coucou event. OK? Sans le savoir, vous avez déjà créé un événement. Or, il y a quelques implémentations particulières, mais sans le savoir, vous êtes déjà sur un événement. Pour ceci, il faut que vous étendiez event de Symfony, et là, vous avez un événement fonctionnel. OK? Alors là, sans le savoir, vous êtes déjà sur un événement. Le truc qu'il y a, c'est que derrière, il vous faut un nom. Donc, un nom, qu'est-ce que c'est? C'est un nom d'événement. Alors, on pourrait me dire, oui, mais j'ai coucou event, super, c'est un nom, j'ai plus qu'à l'injecter. Non, c'est pas suffisant. Dans Symfony, il lui faut ce qu'on appelle un nom particulier pour l'événement, et il lui faudra ensuite des listeners ou des subscribers. Alors, je viendrai après sur la différence entre les deux. L'idée qui est derrière, c'est qu'un événement, il a un nom, et ensuite des attributs pour accéder à quelque chose. Donc là, par défaut, on ne va pas s'embêter avec les attributs, vous les verrez plus en détail, mais on va juste définir le nom. Donc un nom, c'est toujours une constante, puisque par défaut, un événement, il a toujours un nom, il ne change pas. Donc là, par défaut, on va l'appeler coucou.event, par exemple, comme ça. Et donc là, on a déjà quelque chose. Donc on va dire public, function, je ne sais pas moi, say hello, quelque chose comme ça, et on va faire un echo. Alors là, c'est vraiment moche, hein, mais quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mon événement, j'ai mon nom d'événement, et j'ai une méthode qui fonctionne à l'intérieur. OK. Donc ça, c'est tout bon. Donc là, maintenant, par défaut, vous pourriez dire, OK, comment j'appelle mon événement? Pour appeler un événement, il faut que vous utilisiez l'event dispatcher. Je l'ai montré rapidement tout à l'heure quand je voulais injecter un service. Donc là, on va s'en servir de manière un petit peu plus complète. Donc pour ça, toujours pareil, je déclare un attribut, donc event dispatcher, comme ceci. Donc je fais event dispatcher interface. Je tombe ici mon constructeur, parce que j'ai la flemme de me retaper. Là, il me fait ça. Donc attention à respecter les PSR. Pas respect de PSR, pas soutenance. Non négociable. Donc là, j'ai injecté mon event dispatcher, et par défaut, mon action, elle va pouvoir instancier mon événement. Donc pour instancier l'événement, vous avez deux solutions. Soit vous faites $event est égal à new coucou event, quelque chose comme ça. Ça peut fonctionner.
ça fonctionne, vous faites une instantiation, mais c'est pas hyper propre. Du coup, event, vous allez en servir qu'une fois. Donc il y a une autre syntaxe qui consiste à faire this, event dispatcher, et appeler la méthode dispatch. Donc dispatch, si vous regardez bien la méthode, elle vous demande un nom d'événement, et ensuite un événement en lui-même. Donc par défaut, il est nul. Pourquoi? Parce que par défaut, Symfony est capable de dispatcher un événement sans avoir aucune classe event derrière. C'est-à-dire, vous pouvez déclencher un événement sans avoir de classe event. Par défaut, c'est la classe event de Symfony qui sera renvoyée, donc celle-ci. Donc par défaut, vous pouvez tout à fait ne pas créer un événement personnalisé, enclencher un événement et dire « Ok, voilà, maintenant, il faut que tu écoutes cet événement-là. » Ça, c'est possible. Nous, on va le faire proprement avec notre propre événement. Donc pour ça, on va utiliser coucou event, on lui passe la constante name, et on va faire new coucou event, comme ceci. OK. Donc à ce moment-là, j'ai enclenché mon événement. Donc là, j'ai dispatché mon événement, et toute classe qui est censée écouter cet événement-là pourra faire quelque chose. Tout simplement. OK. Alors, je vais juste par contre faire un require du profiler, parce que sinon, ça ne va pas vous parler. Donc je vais juste l'appeler. Est-ce que déjà sur l'événement, il y a des questions? Moi, j'ai une question. Ouais. Pour les PSR? Non, non, je rigole, ça, c'est bon. Quel est l'intérêt, je vais peut-être passer pour un idiot, de faire des événements plutôt qu'autre chose d'ailleurs? Alors, imaginons que tu sois sur une application où tu as une création d'utilisateur par un formulaire classique. D'accord? Donc, tu vas peut-être avoir 500 utilisateurs qui vont créer un compte en même temps. D'accord? Pour chaque création d'utilisateur, tu vas envoyer un email. Jusque-là, à chaque fois, tu vas enclencher ton envoi d'email et dire « Ok, super, tu enclenches ton événement, ok, super ». Le problème, c'est que tu n'as peut-être pas envie d'envoyer 500 emails d'un coup. Tu as peut-être envie d'arriver, je sais pas, au bout de 600 emails et de dire « Je les fais tous partir à la suite pour dire décharger mon serveur ». Donc pour ça, tu peux enclencher un événement. Il va s'enclencher tout le temps, de toute façon, quoi qu'il arrive, à chaque fois que tu vas créer un utilisateur. Mais peut-être que dans la classe qui va écouter cet événement-là, tu vas dire « Ok, bah, tu envoies tes emails qu'à partir du 600e ». Ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée de l'événement, c'est que comme Symfony fonctionne sur des événements, tu crées tes propres événements pour enclencher quelque chose à un moment particulier. C'est plus propre que de mettre directement la logique dans l'action, parce que non seulement ça décharge ton action, donc tu vas plus vite à l'exécution, et puis si tu as une erreur, tu n'es pas obligé d'exécuter tout ton code. Tu exécutes juste ce qui fonctionne jusqu'à l'événement. Si à l'événement tu as une erreur, ben, tu peux le lire directement. OK? Top, merci. Là, je vais regarder du coup s'il a le profiler. Donc là, j'ai téléchargé mon profiler, mon var dumper, mon bundle, mon stopwatch et le profiler pack. Donc, je vais juste, c'était quelle page? C'était celle-là, donc je recharge la page. Normalement, voilà, impeccable, nickel. Donc là, dans le profiler, vous avez un petit event ici qui nous enclenche tous les événements. Donc, vous voyez, vous avez kernel request qui liste tous les listeners qui écoutent. Alors, vous ne faites pas avoir, parce que j'en ai beaucoup qui sont à voir. Quand c'est marqué listener, c'est pas nécessairement une classe qui s'appelle listener. C'est pas nécessairement un listener. Un listener, alors là, il est appelé listener, mais si on regarde la classe, il y en a quelques-uns, notamment comme le routing, si je dis pas de bêtises. Router listener, je crois, qui est un subscriber. Voilà. Ici, vous voyez, il y a marqué router listener et il implémente subscriber. Alors logiquement, il devrait s'appeler router subscriber. C'est une honte que la core team ait laissé passer ça. Mais là, il s'appelle router listener. Donc, logiquement, des fois, quand vous avez des listeners, ne pensez pas que c'est un listener. Des fois, c'est un subscriber, parce qu'il peut être appelé plusieurs fois dans le cycle de vie de votre application. Donc là, vous avez le listing de tous vos listeners qui sont écoutés, et vous avez ensuite tous ceux qui ne sont pas appelés. Donc là, par défaut, on voit que le debug handler, il n'a pas été appelé par la console, parce que je m'en suis pas servi. Le profiler listener, il n'a pas appelé l'exception parce qu'il n'en a pas besoin. Le view, il n'a pas chargé le template. Le error, il n'a pas chargé non plus. Le terminate, il n'a pas chargé parce qu'il n'a pas besoin. L'exception, il n'y en avait pas. Et le terminate, par défaut, il était appelé automatiquement. Donc votre profiler, bon, vous savez déjà vous en servir, hein, je ne vais pas vous le remontrer en détail. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est s'il enclenche bien l'événement. D'accord? Donc là, par défaut, par défaut, on n'a pas d'onglet événement. C'est-à-dire par défaut, on ne peut pas voir l'événement qui a été enclenché, parce qu'on n'a pas de listener ou de subscriber qui écoute cet événement-là. Pour ceux qui sauraient déjà répondre, qu'est-ce qu'un listener ou un subscriber? Un listener, il est indépendant, non? Et un subscriber, il dépend d'un listener. Non. Alors, un subscriber peut faire du solide. Désolé de te décevoir, Aurélien. S'il ne fait pas du solide, c'est que tu ne sais pas en faire.
Tu peux cracher sur la core team, oui, effectivement. Alors, il y a une petite différence notable. Un listener, généralement, on s'en sert pour écouter un seul événement. C'est-à-dire qu'admettons que vous ayez juste l'événement, par exemple, de création d'un compte. User Registration Event, par exemple. Vous pouvez créer un User Registration Listener. Si vous écoutez juste cet événement-là, pas besoin d'injecter un subscriber complètement. Un subscriber, ça va être pratique, et certains d'entre vous l'ont déjà fait, pour écouter sur les formulaires, notamment. Vous savez, vous avez des petits événements dans les formulaires. Forme submit, forme post-submit, forme pré-submit, pré-post-set data. Vous pouvez, un subscriber, l'idée qui est derrière, c'est écouter plusieurs événements, tout simplement. Donc, logiquement, si vous avez un subscriber qui écoute un seul événement, il y a un petit problème. Vous pourriez créer un listener plutôt. Mais ça peut se faire. Vous pouvez avoir un subscriber qui écoute qu'un seul événement. Peut-être qu'il a quelque chose à faire en particulier à ce moment-là. Il n'y a pas de souci là-dessus. La seule différence, c'est que le subscriber, par défaut, est auto-configuré et le listener ne l'est pas. Donc, quand vous déclarez un listener, il va falloir faire la config derrière tout seul avec les tags, les arguments, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que le subscriber, pas besoin. Vous implémentez la bonne interface et Symfony se débrouille. OK? Alors, on va partir sur l'idée du subscriber. Donc là, bon, il m'a rajouté ma config, on s'en fiche. Donc, je vais créer un petit dossier, par exemple, subscriber. Je vais créer un coucou subscriber. Si en plus je ne sais plus écrire ça. Subscriber, comme ça, c'est plus propre. Donc, coucou subscriber. Donc, je fais quelque chose comme ça. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut que vous implémentiez Event Subscriber Interface, qui par défaut déclare une méthode statique, donc qui s'appelle, alors c'est pas un override, c'est une implémentation de getSubscribedEvent. Alors, cette méthode getSubscribedEvent, elle va permettre de dire à Symfony, voilà tous les événements que j'écoute. Donc par défaut, elle renvoie un tableau. Alors, un tableau en syntaxe rapide, hein, pas syntaxe avec les et parenthèses. Ça, c'est prison. Donc, coucou event, on lui passe name. Et ensuite, c'est un callable qu'on va lui passer. Donc, callable, par défaut, c'est une méthode qu'on peut utiliser. Donc, on va dire, par exemple, public function on coucou. Super inspiré sur les noms aujourd'hui. Quelque chose comme ça. D'accord? Donc, je crée ma méthode. Et ici, on coucou. Alors, si vous n'avez pas PHP Storm, il ne vous sortira pas l'autocomplétion. C'est pas grave. Donc, par défaut, je dis à mon subscriber, OK, voilà tous les événements que tu écoutes. Donc, par défaut, coucou events, et je veux que tu appelles la méthode onCoucou par défaut. Ensuite, on définit la méthode et on appelle l'événement qui sera passé. Parce que par défaut, on a besoin que l'événement lui soit passé pour pouvoir effectuer quelque chose. Parce qu'admettons qu'on ait un événement où on passe un utilisateur à l'intérieur, il faut qu'on puisse y accéder si on s'en sert pour envoyer un email ou quelque chose comme ça. OK? Donc, admettons qu'ici, je dise, je veux faire, OK, return new response. OK, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Je fais event, et c'était say hello, quelque chose comme ça. OK? Donc là, j'ai créé mon subscriber. J'ai défini ce que j'avais à l'intérieur, donc les événements écoutés, et la méthode qui sera appelée. OK? Donc maintenant, mon service.yml, je n'ai pas besoin de lui dire parce que par défaut, c'est auto-injecté. OK? Mon HomeAction, lui, il dispatche bien mon événement. Donc lui, il est bien appelé. Donc, je suis sur HomeAction. Donc maintenant, on va voir si ça fonctionne. Donc je recharge ma page. Et normalement, vous voyez, Hello World, il s'affiche bien. Donc, pour voir un petit peu plus en détail, on va aller dans Profiler, on va dans les événements. Et vous voyez, mon événement, il est bien écouté. J'ai mon coucou subscriber qui utilise onCoucou. Et la méthode est accessible parce qu'elle me renvoie une réponse automatiquement. OK? Donc, par défaut, il ne fait pas partie des listeners non appelés. Donc, il est bien appelé parce que l'événement est dispatché sur HomeAction. Et comme il est écouté par mon coucou subscriber, lui, il fait son travail de me renvoyer une réponse. Alors là, par défaut, il n'affiche pas toute la page en say hello parce que par défaut, comme je ne suis pas sur kernel request ou kernel response, il ne peut pas définir automatiquement le contenu de la réponse. OK? Est-ce que c'est clair? Alors, un listener peut écouter X-Event aussi? Non. Non, tu ne peux pas. Un listener peut écouter. Alors, il peut définir plusieurs événements écoutés, mais par contre, le listener ne sera pas capable de dire à Symfony qu'il écoute plusieurs événements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va s'enclencher, à chaque fois, il va relire tout le code. Alors que le subscriber, il est capable juste, en lisant le getSubscribedEvent, de dire « OK, est-ce que tu écoutes le bon événement ?» Si oui, tu affiches la méthode dont tu as besoin. Sinon, c'est pas la peine. Tu n'as pas plus loin. OK?
Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus? J'en ai certains qui font des drôles de tête. C'est pas hésiter à poser des questions s'il y a quoi que ce soit. Non. Ça a l'air bon dans l'idée. Pas de questions sûres. Hein. Non, ça sera plus parlant quand on le fera. Ouais. Alors, pour donner un premier exemple, je vais partir dans l'idée où tu crées un utilisateur. Ce sera plus parlant parce que là, Coucou Event, il ne fait pas grand-chose. Je vais créer un dossier. À part dire Hello World, ouais, c'est vrai. Voilà, à part dire Hello World, ça n'a pas beaucoup aidé. Donc, je vais créer un dossier domain, models. Je vais créer une classe user. D'accord. Qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui mettre 3 attributs. Donc, voilà, je suis un peu avec ça. Private email et private, je sais pas, non pas password, roles. Tiens, parce que je sais que j'en ai certains qui sont traumatisés par les rôles. Donc, array, lui, c'est un string, et lui, tick string. Ok, donc je crée un petit constructeur rapidement où je mets mes 3 attributs à l'intérieur. Donc, PSR toujours. Tac, tac, hop, quelque chose comme ceci. Je passe le user constructeur. Donc, le username, il est bon. Et this roles, par défaut, ça va être un tableau auquel je passe role user. OK. Donc, par défaut, je vais avoir besoin de lui passer un username, un email, et le rôle, il sera passé tout seul. Donc, dans Home Action, admettons que je dise, OK, bon, bah, j'ai un formulaire, on verra la semaine prochaine, donc là, j'ai un formulaire qui crée un utilisateur. OK, donc là, je vais avoir new user est égal à new user. OK, donc je lui passe en toto, je suis super inspiré là-dessus aussi. Voilà, comme ça. OK, donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Roles missing. Ah ben oui, mais parce que je l'ai mis dans le constructeur, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est mieux. Donc là, je dirais, par exemple, bon, ben, OK, mon utilisateur, il a été créé. Maintenant, je veux dire, OK, super, j'envoie un événement. Donc pour ça, on pourrait créer un petit événement, par exemple, user created event. OK, je fais un extend de event, toujours pareil. Et là, je vais avoir besoin donc, de lui passer const name est égal à user.created. OK, je vais avoir besoin de mon utilisateur, puisque ben, je vais peut-être y envoyer un email. Donc là, ça serait user. Ensuite, je lui passe le constructeur, donc user. Et je lui passe getUser, par défaut, qui renvoie user. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai mon événement qui est prêt, OK, aucun souci, nickel. Donc lui, il sera prêt, il pourra fonctionner. Donc maintenant, admettons, ben, je vais créer un listener, tiens. Ça fait plaisir. Donc on va créer un listener. OK. Donc listener, je vais créer un user created listener, comme ceci. Et listener, par défaut, il n'a pas d'interface à implémenter. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être auto-configuré. Parce que par défaut, un listener, à l'inverse du subscriber, il n'a pas le event listener interface. Donc pour ça, on lui définit en fait la méthode directement dont on a besoin. Donc par exemple, public function on user created. Je vais faire user created event, je lui passe event, et là, hop. Ah, je ne voulais pas. Là, par exemple, je ferai un envoi d'email. OK. Donc, pour ça, bon, j'aurais besoin de SwiftMailer. Là, je ne vais pas l'injecter parce que ce n'est pas la peine. Mais là, mon listener, potentiellement, il ne peut pas être injecté dans mon container parce qu'il ne peut pas être auto-configuré. Donc, pour ça, je vais définir un service, donc un nouveau service. Si j'arrête de faire des fautes, ça sera plus simple. Donc, app.user underscore listener. 1, 2, 3, 4, donc la classe. Donc, c'est user created, non, pas celui-là, created listener. Donc, ensuite, je lui passe un tag. Donc, un tag qui va permettre de décorer. D'accord? Par défaut, le container, l'event dispatcher, il permet de décorer. Donc, par défaut, je lui passe un name, donc qui est kernel.eventListener. Ensuite, je lui passe l'événement, donc qui est user. Pourquoi il ne veut pas? Alors là, vous voyez, j'ai l'événement donc qui remonte coucou event, et là, je peux lui passer user.created, quelque chose comme ça. Donc là, je lui passe l'événement, puisque par défaut, dans user created event, j'ai le nom par défaut qui est passé. Alors, pour les événements, il y a une convention. Je vous l'indique là, c'est par défaut la chose qui est concernée et l'action. Donc par défaut, si vous avez user
created, donc c'est user.created. User, par exemple, une suppression, ça serait user.deleted, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est toujours la chose qui est concernée et l'action qui est effectuée derrière. Comme ça, ensuite, dans le listener, on peut réutiliser le nom de l'événement, tout court. OK. Donc là, par défaut, je vais en plus lui signaler la méthode, donc qui serait onUserCreated. Vous voyez? Donc là, il me l'a ressorti en autocomplétion parce que j'ai le plugin Symfony. Par défaut, quand vous utilisez un listener, il vous faut définir une méthode qui correspond mot pour mot, avec le on devant, au nom de l'événement. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est onUserCreated. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre event, mais par contre, c'est une convention de mettre onUser, enfin on, le nom de l'événement. Par défaut, c'est userCreated avec le U majuscule et le second mot majuscule aussi. Par défaut, si vous ne définissez pas method ici, il sera capable de le définir tout seul. Là, je le définis pour que ce soit clair et bien précis pour lui, mais vous pouvez tout à fait vous en passer. Donc, vous voyez, vous avez kernel.listener, et là, si je me sers de kernel, vous avez l'event listener, le cache clearer, le cache warmer, donc ils sont à part. Vous avez le subscriber, le fragment render, le reset pour le reset du kernel, et ainsi de suite. Donc, listener, tout court. Donc là, j'ai mon événement par défaut qui va s'enclencher, donc qui est appelé ici. Donc là, je crée mon utilisateur, et là, par contre, il faut que je dispatche mon événement. Donc toujours pareil, user created event, je lui passe la constante, et ici, je vais lui passer new user created event, et je lui passe user. Comme ça, je lui passe directement l'instance dont il a besoin, puisqu'ici, on a vu qu'il avait besoin de user. Donc je lui passe user, comme ça, il sera appelé. Et du coup, je vais regarder dans le listener si vardump de event get user me renvoie bien, du coup, user. OK. Donc là, ma config, elle est en place. Je recharge. Et normalement, s'il ne plante pas d'erreur, voilà, nickel. Alors là, par contre, c'est moche. Mais alors, vraiment moche. J'ai dump, je crois. Ouais, dump, ça sera plus joli. Voilà. Donc là, j'ai bien mon utilisateur. Donc mon utilisateur, si on regarde la liste des événements, j'ai bien mon user created event qui a été enclenché, qui a été écouté par mon listener, et mon listener, il m'a bien enclenché le dump. Donc mon event dispatcher, il a bien dispatché l'événement, mon utilisateur, il a bien été créé, il est passé dans l'événement, et comme, pas du tout, c'est pas le terminal que je voulais, comme ici j'ai déclaré le listener qui devait écouter cet événement-là, toute la logique qui était dans le listener a été appelée, et notamment sur cette méthode-là. OK. J'en ai certains qui font des têtes, je vous promets. J'ai peur de vous laisser partir. Alors, donc c'est toujours pareil, il faut pratiquer, effectivement, Maxime. Alors, là, dans l'idée, le listener, est-ce que déjà vous comprenez ce qu'il fait? Est-ce que l'idée de vous dire, si j'ai qu'un événement qui est écouté, je fais un listener, ça évite d'enclencher un subscriber pour rien. Alors, même si vous pouvez enclencher un subscriber que pour un événement, bon, le problème qu'il y a, c'est que si vous avez qu'un événement, vous savez par défaut qu'il va être écouté par le listener. C'est pas la peine d'enclencher tout un subscriber pour dire je fais ça. Le subscriber, lui, il est capable de dire à Symfony j'écoute tel événement. Donc c'est pratique notamment sur les formulaires. Donc vous enclenchez, je sais pas, un événement quand vous soumettez des données. Puis quand vous avez soumis les données, ben, vous avez 2 événements écoutés. Donc subscriber. Le listener, lui, il écoute autant d'événements dont il a besoin par défaut. Donc vous pouvez avoir autant de méthodes dont vous avez besoin. Je pourrais définir aussi coucou event dans mon listener. Le truc qu'il y a, c'est que lui, il est incapable de dire à Symfony ce qu'il écoute. C'est au moment de l'exécution, quand l'event dispatcher va dire « Ok, tel événement a été enclenché, quelles sont les classes qu'il écoute ?» Le listener, lui, il ne sait pas le dire. Lui, il sait juste dire « Ok, cette classe, elle a été instanciée, l'événement a été appelé, je l'écoute. Ok, super, je fais quelque chose. » Mais par défaut, vous avez tous les autres listeners qui peuvent être appelés. Donc, à faire attention. Quand vous savez ce que vous allez écouter, subscriber, quand vous avez besoin d'écouter un événement hyper spécifique sans nécessairement le dire à Symfony, listener. Tout simplement. Et il y a un troisième paramètre quand vous créez un événement, alors là, c'est même le 5e paramètre qui s'appelle la priorité. Donc, priority, si j'arrête de faire des fautes, ça sera beaucoup mieux. Donc, priority qui permet de définir l'ordre d'exécution de votre listener ou de votre subscriber, ça fonctionne aussi pour le subscriber. Alors, par défaut, c'est une valeur entre 0 et 1024, je crois de mémoire. Donc, plus vous êtes proche de 0, plus le listener est enclenché tôt, et plus vous êtes proche de 1024, plus il est enclenché tard. Donc là, par exemple, on va l'enclencher à 100. Alors, ça ne va pas changer grand-chose parce que j'ai qu'un événement, donc par défaut, ça va être assez rapide. Mais par exemple, normalement, dans le events, je dois avoir, voilà, vous voyez, user created, il est enclenché à la priorité 100. Donc, par défaut, on peut voir que tous les autres, ils sont enclenchés sur des priorités différentes. Donc, il y a 2048. Alors, plus il est loin, plus il est exécuté tard. Et par défaut, vous en avez à 0. Donc, à 0, c'est les premiers qui sont enclenchés
par le système d'événements. Donc moi, il est enclenché à 0, donc il s'est exécuté rapidement. Là, il est enclenché à 100, donc il n'y a pas une grosse différence. Mais ça peut être pratique si vous avez, par exemple, un envoi d'email et qu'est-ce qu'on pourrait dire un passage de message en session, par exemple. Je sais qu'Aurélien fait des passages de messages en session, j'en fais aussi, par des événements. Vous créez, je sais pas, un session event, vous envoyez un message en session, ben vous pouvez tout à fait dire, OK, l'événement par défaut, il est prioritaire sur l'envoi d'email, parce qu'il faut que je dise à l'utilisateur que ça s'est bien passé. Ben vous définissez la priorité à 0 pour dire, ben, OK, la session elle est prioritaire. Et par contre, ben, l'envoi d'email, il n'est pas prioritaire, c'est pas obligé de partir de suite. Donc je définis une priorité à 100, par exemple. Et ensuite, en négatif, bah, c'est le même fonctionnement. Vous voyez, ici, c'est sur Session, Stream Response, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, votre événement, il est écouté, il est en place. Et dans le request, alors là, dans le performance, je crois qu'on le voit. Donc vous avez le Session Listener, vous avez le Controller Listener, vous avez le Profiler Listener. Alors là, il n'est pas appelé. Ah oui, non, pardon, c'est sur Blackfire qu'on peut le voir. Mais par défaut, votre listener, il a écouté l'événement, il est prêt et il a bien exécuté la logique qui était à l'intérieur. On peut aussi l'ouvrir dans PHP Storm, votre code, il n'y a pas de souci. Il y a une ouverture automatique là-dedans. OK. Donc là, par défaut, voilà. Là, l'événement, il est enclenché. Et donc, là, il n'apparaît pas, mais il est appelé automatiquement. OK. Alors, soit en négatif, ben, c'est l'ordre inverse. Donc, de mémoire, je crois que plus tu es bas dans le négatif, plus tu es appelé en priorité. Si je dis pas de bêtises. On le voit notamment pour les... Alors, là, vous avez dans les événements, pour ceux qui se demanderaient comment ça s'affiche dans le profiler, vous avez ce qu'on appelle ici, alors je crois que c'est des data collectors. Alors, vous l'avez ici, le routeur data collector, donc il va collecter les données pour votre profiler. Mais ici, vous avez le session listener, et notamment, session listener, il est appelé ici. Donc, lui qui va vérifier s'il y a une session. Vous voyez, il vérifie si, par défaut, vous êtes sur une requête maître, si vous avez une session, si elle est enclenchée et que, par défaut, elle est activée, ben, il définit des headers pour le cache, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est plus vous êtes dans le négatif, après, je crois de mémoire, plus il est appelé tôt, par rapport à ceux qui sont à 0. Donc c'est plus vous êtes loin, enfin, plus vous êtes haut dans les entiers, plus il est appelé tard, et plus vous êtes bas, et en négatif, plus il est appelé tôt. OK. Est-ce que là-dessus, il y a des questions? C'est le cœur de ce que vous faites tout le temps. Hein, donc, il y en a, je vous promets, mais vous vous êtes déconfit en 2 heures. Vous avez perdu toutes les couleurs. Non, pas de questions, vraiment? Bon. OK. Impeccable, ça a l'air plutôt clair pour tout le monde. Bon. Alors, pour récapituler, donc, vous avez vu ADR, le système de container. Donc, pour le container, bon, bah, vous l'utilisez tout le temps, donc ça, vous avez l'habitude. ADR, il va falloir que vous le pratiquiez. Ça là-dessus, malheureusement, vous n'aurez pas trop le choix. Sur le système d'événements, c'est pareil. Essayez de créer vos propres événements, de voir un petit peu comment ils s'enclenchent, comme je viens de le faire là, et quitte à faire un listener. Là, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec des méthodes à implémenter, des choses comme ça, vous créez un petit listener. Soit vous avez le repository qui est en ligne. Vous implémentez tout ça, vous essayez de voir un petit peu comment ça fonctionne. De toute façon, il faut que vous le pratiquiez. Ça là-dessus, il n'y a pas de secret. OK. Est-ce qu'il y a des points particuliers que vous vouliez voir, discuter, plus avoir peut-être plus d'idées là-dessus? Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air. Dans ceux qui étaient dans le bas de Zoom, il n'y a pas de questions particulières? Non, ça a l'air bon. Anthony réfléchit. Pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait attaqué Symfony, ça vous fait pas trop peur? Je pense notamment à Xavier qui va se mettre dessus. Non, c'est bon? Ok. Bon. Là, on a vu vraiment les 2 cœurs de Symfony. Donc, on avait vu déjà comment était traité la semaine dernière. Là, on a vu le container, le système d'événements. Donc, c'est vraiment au cœur de ce que vous allez faire. Pensez toujours injection de service, événements. La vidéo est enregistrée de toute façon. L'idée, c'est que semaine prochaine, de toute façon, on voit les formulaires. Donc, on va revoir des événements. Vous allez voir, il y en a encore dans les formulaires. Il y en a en particulier pour les formulaires. Donc, vous allez beaucoup apprécier cette partie-là. On verra sûrement les fameux collection types qui font peur à tout le monde. Donc ça, là-dessus, on les verra en détail. Voilà, je vois que Laurent déjà
espère. Donc, on essaiera de les voir. Alors, on les verra pas pas avec jQuery, hein. Avec JavaScript, c'est plus marrant. Donc, je pense que je préparerai le code à l'avance. Ça sera plus simple pour certains. Mais dans l'idée, voilà, on va voir les événements, comment les appeler, comment est-ce qu'ils sont injectés, comment est-ce que vous y avez accès derrière, qu'est-ce que vous pouvez faire, la manière dont vous pouvez le faire. C'est important aussi de savoir là-dessus. On verra aussi HTTP Foundation pour voir comment est-ce que vous traitez vos requêtes et vos réponses HTTP. Donc là, on a vu request response, donc ça va aller vite. Mais il y a plein de petits raccourcis à l'intérieur. JavaScript. Ce qu'on ne devrait pas faire normalement, mais qu'on n'a pas le choix pour le collection type. C'est le seul d'ailleurs dont on n'a pas le choix, malheureusement. Donc on verra toujours l'appel sur le formulaire, on verra comment les appeler correctement avec des form handlers dans vos actions. Et là, j'en ai certains qui vont me regarder bizarrement. Donc les form handlers qui sont en plus à part des formulaires, donc qui sont des classes qui vont traiter vos formulaires, donc ça, certains l'ont vu. Donc voilà, on verra tout ça en détail. La semaine d'après, je crois, de mémoire, si je ne veux pas dire de bêtises, on voit la sécurité, je crois. Pas dire de bêtises, je ne sais plus, j'avais l'agenda, je regarderai. Mais l'idée, voilà, c'est que déjà, avec vos formulaires, vous pourrez traiter toutes vos pages. Ça, il n'y a pas de souci. Comme ça, après, on peut avancer doucement. Juste, Guillaume, la semaine prochaine, la session, ce sera le lundi ou le mardi? Lundi, toujours pareil. Comme c'est Pâques. Non, je vous pose la question. Je suis là lundi, je la fais lundi, pour ceux qui sont là. Ok, ça roule. Voilà. Si vous ne pouvez pas être là, il y a le replay. De toute façon, je l'upload, il n'y a pas de souci. Très bien. Ok, impeccable. De toute façon, ça sera uploadé dans l'après-midi. Donc ça, au moins, vous pourrez le regarder. Et puis voilà, de toute façon, le code sera mis à jour sur le repository. Donc vous pourrez regarder s'il y a besoin. Et puis, voilà, s'il y a des questions entre-temps, de toute façon, vous n'hésitez pas. On est là pour ça, on répond, il n'y a pas de problème. Pensez bien, voilà, à bien regarder comment fonctionne le HTTP kernel, au moins comprendre comment vous enclenchez ces événements-là, même si vous ne les enclenchez pas personnellement, mais c'est important de le savoir. Essayez de créer des événements pour découpler un peu votre logique. C'est même en 1080 normalement sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Je crois que là, c'est enregistré en HD normalement, si je dis pas de bêtises, donc logiquement en 1080, ça devrait passer. Ça devrait passer. Et par contre, les collection tabs, c'est un tab. Je suis désolé, je suis malade, j'ai le nez bouché. C'est du JavaScript pur ou il y a du JSON aussi dedans? Non, c'est que JavaScript. Ok. Mais tu peux avoir du JSON. Ok. Ça marche. À la base, un formulaire, c'est juste un tableau. C'est pour ça, justement, c'est pour ça que je pose la question. Tableau, JSON, je me dis, bon. Alors, c'est pas du JSON. Il peut traiter du JSON, mais c'est pas son but premier. L'idée, c'est qu'en fait, lui, il va traiter des données sous forme de tableau, et si tu lui mappes une entité, il traite l'entité directement. Donc, c'est pour ça, notamment, sur ceux qui sont sur P6, alors ceux qui l'ont déjà fait, vous dites rien, mais sur ceux qui sont sur P6, quand vous traitez l'upload d'image, je dirais rien pour certains, vous récupérez un objet particulier. Donc cet objet-là, c'est pas votre image. Donc il vous faut ensuite construire une image en fonction de cette classe-là. Voilà. Donc c'est un peu particulier, c'est la logique un peu particulière du formulaire qu'on verra plus en détail semaine prochaine, notamment quel événement écouter pour faire quoi, et qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur. Voilà. Puisque le formulaire a son propre event dispatcher à l'intérieur. Alors là, je ne vous ai pas montré les différents types d'event dispatcher, puisque par défaut, je ne vais pas vous embuer là-dessus, mais vous avez l'event dispatcher classique. Vous avez un container aware event dispatcher. Donc ça, on ne stocke pas l'image en BDD, non. On stocke dans le dossier du projet, mais pas dans la BDD, non. Tu stockes juste l'identifiant de l'image et tu iras chercher avec asset l'image en question dans le dossier. Voilà. Mais vous avez Container Aware Event Dispatcher, donc qui est un Event Dispatcher qui est au courant de ce qui est dans le container. Vous avez le Traceable Event Dispatcher qui permet de suivre les événements et les listeners qui sont enclenchés, donc qui est notamment utilisé pour le debug. Quand on vous sort toute la liste des événements, c'est ça. Vous avez le Immutable Event Dispatcher, donc qui est un Event Dispatcher qui ne peut plus enregistrer d'événements ou de listeners ou de subscribers. Et normalement, c'est tout, je crois. Il n'y a que ces trois types-là. On ne stocke pas l'image en BDD, non. Le premier qui fait ça, voilà. Il n'y a pas de sanction. On n'a pas encore la sanction pour ça. Coup de fouet, oui. Ouais, mais c'est encore trop gentil. Donc ça, là-dessus, non, pas d'image en BDD. Tu stockes des entités et tu stockes un identifiant. Sans verre privé. Mais voilà. Vous stockez l'identifiant proprement. Il y en a qui en bavent pas mal. Alors, pour ADR, alors c'est pas sur la doc. Malheureusement, j'ai fait une pull request, elle n'est pas encore acceptée. Mais vous avez le lien, voilà, Romain a donné le lien sur GitHub. Et vous aurez un jour, peut-être, du moins je l'espère, ma pull request avec le code à l'intérieur directement tout propre. Elle est en cours de validation, j'attends. Voilà.
mais remet le bon lien, effectivement. Il n'y a pas d'exemple sur Symfony, mais là, vous l'avez sur l'oppositeur. OK? C'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de questions particulières, pas de dernier point précis que vous vouliez voir? J'en profite, hein, on a encore 5 minutes s'il y a besoin. Non? C'est tout bon? OK. Impeccable. Eh bien, écoutez, on va partir là-dessus. C'est qui a son micro ouvert? Ah, c'est Xavier. Marrant. Bref. C'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Donc, nous, on va partir là-dessus. Moi, je vous upload la vidéo donc, dans l'après-midi, comme ça c'est fait. Je vais voir le temps qu'il me met pour compiler la vidéo. Je mets à jour le repository, donc vous aurez une petite branche à part pour cette session-là. La semaine prochaine, donc, pour ceux qui sont là lundi, on se voit lundi matin à 10h. Donc, de 10 à 12, si vous avez des questions entre-temps, vous n'hésitez pas. On verra HTTP Foundation, le composant de forme. Donc, les collection types, je vais préparer le code à l'avance sur le JS. Je n'ai pas envie de faire du JS en direct. C'est pénible. Donc, je n'ai pas envie. Donc, on verra le collection type. On verra sûrement l'upload d'image aussi. C'est dans à faire. Comme ça, moi, vous saurez faire. Et puis, comme ça, on pourra rentrer dans le détail et avancer sur le reste. Alors, pas bien, écoute, j'aime déjà pas JavaScript. Alors, en faire en temps réel, déjà, c'est déjà pas fun. Alors, en faire en plus en étant enregistré, ça va pas me faire rire. Donc, je le ferai avant. Je préparerai le code et puis comme ça, vous pourrez vous en servir. Et on verra aussi les thèmes de formulaire. D'accord? Pour ceux qui n'utilisent pas encore les thèmes, on pourra le voir ensemble. Comme ça, vous pourrez le faire tout proprement et vous aurez des vues toutes jolies. OK? Bon. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions particulières, j'en profite? Bon. Écoutez, on va partir là-dessus. Aucun souci, Anne-Marie. Voilà. Si vous avez quoi que ce soit, de toute façon, en dehors de la session, vraiment, vous n'hésitez pas. On est là sur le Slack. Vous avez l'email si vraiment il y a besoin d'un truc hyper spécifique. Sinon, il y a les messages privés sur Slack, vous en profitez. Pour ceux qui se poseraient la question, il y a l'info qui a fuité de Slack qui permettait de lire vos messages privés. Comme je suis dirigeant du channel, normalement, j'ai accès sur vos messages privés. Je ne les lis pas et j'ai décoché la possibilité. Donc, ne vous en faites pas là-dessus. Je n'accepte pas vos données. Je préfère le préciser puisque ça a fuité du coup sur le net. Donc, je préfère prévenir. Je ne lis pas vos messages privés, j'ai déjà pas le temps de lire les miens, alors imaginez un peu les vôtres. Du coup, si vous voulez balancer des conneries sur Guillaume et Aurélien, c'est le moment. Message privé. Vous le faites en message privé, mais voilà, il n'y a pas de. Non, ça je ne les lis pas là-dessus. Voilà, vous avez le Slack, il y a la mise en page, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis voilà, comme ça vous avez le débrief là-dessus. Le repository est mis à jour dans la journée, là je vais faire le commit comme ça c'est fait. Et puis comme ça, semaine prochaine, on reprend exactement au même endroit. OK? Allez. Écoutez, on va partir là-dessus. Merci à vous. Merci. Pour le temps. Et puis pour ceux qui étaient là, pour les autres, il y a le replay. Et puis pour moi, c'est tout bon. Allez, impeccable. Alors, je vais du coup stopper l'enregistrement.